Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Emilien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de MMA Mindset, Motivation, Accélération. Le but de ce podcast est d'interviewer des gens ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires pour vous inspirer et vous motiver. Donc assurez-vous d'être abonné sur votre plateforme favorite et sachez que vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube pour la version vidéo. Aujourd'hui, la personne ordinaire qui a accompli des choses extraordinaires, c'est Thomas Danzey. Il est entre autres le cofondateur de la plateforme d'investissement en crowdfunding La Première Brique. Et dans cet épisode, on va revenir sur son parcours entrepreneurial d'étudiant à entrepreneur sans passer par la case salarié. Comment Thomas a réussi à atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires sans effectuer aucune levée de fonds. Comment il arrive à s'épanouir dans sa vie d'entrepreneur. C'est maintenant avec Damien. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Je suis ravi d'accueillir Thomas Danzey. Thomas Danzey qui est le cofondateur de La Première Brique. Et Thomas, on s'est rencontrés maintenant il y a quelques années déjà. Et ce que j'ai kiffé avec Thomas, c'est le premier truc qu'il m'a dit, c'est, donc il va se présenter ensuite, mais c'est qu'au lieu d'aller chercher son diplôme d'avocat, il est allé récupérer son cabis pour créer sa première boîte. Donc, je me dis qu'un mec comme ça, qui est câblé comme ça va me plaire. Et du coup, j'ai absolument voulu l'avoir dans cette série d'interviews. Alors Thomas, tu vas te présenter, mais on va faire ça de manière un peu originale. On va passer ça en CV, on va faire le CV de l'invité. Donc, comme un entretien d'embauche, un peu original. Donc, je suis moi ravi que tu aies accepté l'invitation. Est-ce que tu te prêtes au jeu de l'entretien d'embauche? Je pense que tu n'en as pas fait beaucoup dans ta vie. Bien sûr. Alors, j'en ai pas fait beaucoup et effectivement, l'année dernière remonte à quelques temps. Ouais. Donc, et je pense que c'était plutôt dans un cadre de cabinet d'avocat. Des stages. C'était des entretiens d'embauche en stage. Ouais. Yes. Bon, tu vas voir, il y a des questions calées et des questions décalées. Et tu as le droit à 2 jokers dans l'interview. Tu dis joker, même pas besoin d'argumenter et on passe à la suivante. Ça te va? Parfait. Ok, Thomas, d'où tu viens? Je suis originaire de Salon-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Yes, excellent. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Alors, moi, j'ai fait du droit des affaires. J'ai 2 masters 2 en droit des affaires. Après, j'ai fait de la finance d'entreprise dans une école de commerce qui s'appelle l'EM Lyon. Et après ça, parce que ce n'était pas suffisant, j'ai passé le concours d'entrée à l'école des avocats. J'ai fait l'école des avocats à Lyon et mes stages de fin d'école des avocats sur Paris. Yes. Et du coup, aujourd'hui, Lyon ou Paris? Alors, aujourd'hui, Lyon. Mon entreprise est basée à Lyon. Et à titre perso, j'habite à Bruxelles et je fais des allers-retours entre Lyon et Bruxelles. Alors, Bruxelles, pas pour raison fiscale, soyons très clairs. Je paye mes impôts en France. Simplement que ma compagne a été mutée à Bruxelles. Donc, on fait un petit bout de temps chez nos voisins du plat pays. Mais je fais des allers-retours une semaine sur 2 à Lyon pour retrouver mes équipes et mon associé. Pour la météo, Bruxelles? Exactement, pour les frites. Et donc, tu as répondu à ma question d'après. Alors, essaye de ne pas griller mes questions. Alors, sachant que je ne donne jamais les questions à l'invité, mais il me grille. Donc, tu es en couple? Oui, tout à fait. J'adore cette question parce que c'est très facile de faire plein de choses. Mais quand on est en couple, j'aime à le dire, il y a un facteur supplémentaire. Ce n'est pas un facteur limitant, mais c'est un facteur supplémentaire à prendre en compte dans sa vie d'entrepreneur, dans sa vie de chef d'entreprise. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que alors, le couple peut être un super soutien dans des moments où on se sent un peu seul, où on ne sait pas trop, voilà, un vrai renfort. Mais c'est aussi une charge supplémentaire en termes de temps, en termes d'affect. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Mais je suis en couple. Je suis le papa d'un petit chat super mignon qui m'accompagne à Bruxelles quand je suis en télétravail. Et voilà. Et tu es plutôt vélo ou voiture? Les deux. J'ai fait du cyclisme sur route en compétition jusqu'à la fac, niveau national. Et à Lyon, je me déplace en vélo. Alors, on a acheté des bureaux en haut des pentes de la Croix-Rousse. Pour ceux qui connaissent un peu Lyon, c'est sportif. Mais je suis aussi amateur de voiture, grand amateur de voiture. Excellent. Ma question, elle était avec une petite fibre écolo derrière la question. Okay. As-tu toujours été dans l'entrepreneuriat? Alors, si on prend l'entretien façon CV, techniquement, oui. Je n'ai jamais été salarié puisque j'ai eu la chance de pouvoir créer une entreprise pendant mes études. Et donc, je suis passé directement du statut de stagiaire au statut de maître de stage et chef d'entreprise. Donc, j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat d'un point de vue droit social, en tout cas, et au niveau des URSSAF, ouais, j'ai toujours été entrepreneur. Ok. Tu as créé combien de boîtes? Bonne question. Selon ma comptable, je crois que je dois être en ce moment entre 15 et 17. Mais bon, c'est pas à toi, je vais l'apprendre.
Il y en a plein, c'est des coquilles qui servent à détenir d'autres coquilles, des choses comme ça. Et voilà. Aujourd'hui, des vraies entreprises qui ont une activité, il y en a 3. Ok. Tu peux nous les présenter? Bien sûr. Donc, j'ai ma société principale, qui est celle qui me prend le plus de temps, c'est La Première Brique, qui est une plateforme de financement participatif immobilier. Donc, on propose à des particuliers d'investir dès 1 euro, 100% en ligne, dans des projets immobiliers, moyennant un rendement qui est en moyenne de 10%. À côté de ça, j'ai co-créé une structure qui s'appelle Stellaire. Et Stellaire, en fait, c'est à peu près le même système, mais basé sur le modèle d'un fonds d'investissement. C'est-à-dire que l'investisseur va investir une fois et après, on va s'occuper de sélectionner les projets dans lesquels investir pour le compte de l'ensemble des investisseurs. Donc là, c'est plus une structure fonds d'investissement. Et après, j'ai une autre structure qui va avoir aussi un petit peu ce rôle de fonds d'investissement, mais qui est dédiée à un réseau de marchands de biens, un réseau de franchise de marchands de biens en France. Et je vais chapeauter tout le côté fonds et je préside le fonds. Excellent. Tu fais tout avec le même associé? Non, à chaque fois avec des associés différents. Et comment tu as trouvé tes associés? Au fur et à mesure, à chaque fois, c'est des rencontres. Pour certains, c'est des gens avec qui on a travaillé en tant que partenaire et après, on va se découvrir des atomes crochus. Mon associé sur La Première Brique, on s'est rencontrés pendant nos études. On a eu tous les deux envie d'entreprendre. On était tous les deux destinés à faire des jobs dans des bureaux avec des costumes et des cravates. Lui était en inspection générale de banque. Ça va te parler. Ouais, voilà. Et on s'est tous les deux retrouvés autour de l'idée de dire OK, on a besoin de sens, faut qu'on fasse un truc. C'est marrant, pour la petite histoire, on m'avait chez Ben de Paribas, j'avais une ancienne responsable qui m'avait proposé de rentrer à l'IG du coup. En fait, à savoir, juste pour ceux qui ne savent pas, à l'IG, tu rentres sur un cycle de 3+2, on va dire. C'est-à-dire tu rentres sur un cycle de 3 ans d'inspecteur général et 2 ans, si tu es bon, de chef de mission, où tu chapeautes des inspecteurs généraux. Donc, généralement, c'est des cycles de 5 ans. Et ensuite, tu es téléporté. Ouais, on va te retrouver un poste dans les comités exécutifs des différentes branches de la banque. Et elle m'avait dit, bon, elle venait de ça. Du coup, elle m'a dit, bon, je te vois bien là-dedans, tu as les compétences. Par contre, je te préviens, dans la promo, elle m'avait sorti un nom de divorce. J'étais marié à l'époque et je crois que j'avais déjà un enfant. Et du coup, elle m'a dit, bon, prends pas ta décision maintenant, parle-en à ta femme et tu reviens. Non. C'est des trucs où tu n'as pas du tout de vie. Donc, et toi, c'était avocat. Donc, c'était quoi, droit des affaires que tu aurais Moi, fait? c'était droit des affaires dans un cabinet américain. Donc, pareil, tu mets tes passions. Alors, le job est passionnant et le job est une passion en soi. Mais par contre, tu mets tes hobbies et autres un petit peu de côté. Ouais. D'accord. Et quand tu as un hobby pour l'entrepreneuriat, du coup, tu restes un peu frustré. Ouais, alors moi, en plus, j'ai créé La Première Brique, enfin, cofondé La Première Brique pendant que j'étais dans ce cabinet d'avocats américain. Donc, c'était vraiment pas la voie facile parce que j'avais les horaires d'un cabinet américain et en plus le lancement de ma boîte. Donc là, autant dire que pendant 6 mois, tu découvres, tu repousses tes limites et tu découvres qu'on est capable en fait de faire. Chacun est capable de faire beaucoup de choses qui ne soupçonnait pas forcément. C'est pas évident. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le fait d'avoir créé ma société pendant mon stage final, ça m'a valu un 1/20 au grand oral du concours d'avocat, enfin du concours du barreau du coup, puisqu'en fait le jury a considéré que j'avais pas été stagiaire et que, alors ils pouvaient pas me mettre 0 parce que je m'étais présenté à l'oral, donc ils pouvaient pas mettre 0 qui est la note si j'étais absent, donc ils m'ont mis 1 parce qu'ils ont considéré qu'en fait j'avais pas été stagiaire dans mon cabinet, et vu que j'avais travaillé aussi pour mon propre projet. Et pour la petite histoire, le cabinet américain avait accepté de m'accompagner gratuitement sur des enjeux juridiques, ce qui était super sympa, hein, ils n'étaient absolument pas obligés de le faire. Mais voilà, au niveau de l'école des avocats, ils n'ont pas complètement fité avec cette notion-là. Très compliqué je crois qu'il y a 2-3 collèges, on va dire, je ne sais pas si ce n'est pas des collèges, mais enfin, il y a les notaires, les avocats, peut-être les médecins dans une autre, je maîtrise moins, mais je pense que où c'est tellement des lourdeurs. Et non, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit notaire, Avocat. Expert comptable, je pense, mais un peu moins. Ouais. Tu veux interviewer un notaire comme ça? Ah non, j'ai pas le droit. En fait, tu veux un avocat J'ai mon frère du coup qui a participé dans mon livre et du coup on avait des problèmes sur la terminologie dont on allait le nommer sur la couverture du livre. La moitié des mots étaient interdits parce qu'il y avait interdit. Attention, hein, c'est pas interdit à la cool, c'est interdit parce que jurisprudence du bâtonnier, enfin des problèmes de bâtonnier. Donc tu sais que tu vas prendre cher parce que c'est sur des mots. Ouais, non, je pense qu'ils n'ont pas kiffé. D'ailleurs, ils ne kiffent pas non plus les Galtech, hein, on ne va pas se mentir.
ils essaient, enfin, c'est un autre débat, mais ils mettent pas mal de bâtons dans les roues. En tout cas, c'est très, très politiquement compliqué. Tout ce qui est. Franchement, c'est une profession qui est magnifique, qui est vraiment une très belle profession avec des gens qui sont passionnés, qui sont passionnants. Par contre, tu le disais, il y a des ordres qui chapeautent ces professions, qui sont réfractaires à beaucoup de changements. Et ça peut se comprendre parce qu'il y a un côté tradition, il y a un côté aussi, la déontologie, par exemple, c'est très lourd, mais ça se comprend parce que c'est là aussi pour protéger. Mais il faut trouver le juste équilibre entre garder les bonnes choses et accepter aussi de l'innovation, accepter que le monde change et faire partie du changement, parce que le problème avec les legal tech, on l'a vu, c'est qu'en fait, du coup, on se retrouve des fois avec des confrontations, alors qu'en fait, si les deux mondes travaillaient ensemble, ça serait surpuissant, tout simplement. Ça, c'est un objectif compliqué. Je suis bien placé pour t'en parler. Mais c'est un objectif qui est effectivement intéressant d'aller chercher les deux mondes, quoi. Quel est ton quotidien en tant que chef d'entreprise? Alors, moi, j'aime bien dormir. Et comme j'ai vraiment sacrifié beaucoup de nuits de ma vie, ma jeune vie, et je continue à en sacrifier encore, donc quand je peux dormir, je dors. Donc, généralement, je commence à 9h du matin, sachant que j'essaye de ne pas travailler le week-end. Donc, si ma copine a regardé cette vidéo, elle se mettrait à rire. Mais j'essaye vraiment de ne pas travailler le week-end. Donc, du lundi au vendredi, 9h, généralement jusqu'à 19h ou 20h, sachant que de toute façon, quand j'éteins l'ordinateur, le téléphone prend le relais, les notifications, les WhatsApp, les mails et autres. Même à 23h avant de se coucher, il y a toujours 2-3 petits messages qui partent. J'essaie d'aller au sport. Alors, ça, c'est en fonction du niveau d'urgence de l'activité. Ce qui fait que généralement, je commence ma semaine, je me fais un calendrier de ma semaine. Généralement, dans mon calendrier de la semaine, il y a entre 3 et 5 séances de sport. C'est une bonne semaine si à la fin de la semaine, j'ai pu en faire une ou deux. Et après, sinon, au niveau du quotidien, tout est très rythmé. C'est-à-dire que tous les matins, je me fais vraiment un planning, ma journée est décomposée en demi-heure. En demi-heure, voire en quart d'heure parfois. Et j'essaie vraiment d'avoir un rythme extrêmement soutenu parce qu'en fait, on est toujours submergé. Il y a toujours plein de trucs et il faut être prêt à avoir toujours du temps pour faire face aux urgences. Donc, il faut traiter toutes les choses de production, la compta et autres en permanence. Et il faut toujours être prêt à absorber les urgences. Donc, mon quotidien, c'est ça. Généralement, soit je suis au téléphone et je fais des mails en parallèle, soit je bosse et j'essaie d'écouter des trucs dans mon casque en parallèle toujours. Généralement, deux choses à la fois, double écran, les mails, les réseaux sociaux, des contrats à rédiger, voilà, toujours 2-3 activités en même temps parce que c'est la réalité, il faut savoir jongler. Aujourd'hui, tu as une équipe de combien de personnes? Aujourd'hui, on est sur Après-Imbrique, on est une petite dizaine de personnes. L'idée, c'est de monter entre 10 et 12 d'ici la fin de l'année, sachant que c'est récent parce que jusqu'en septembre 2021, on n'était que 2. Donc, on est au moment où on enregistre, on est en juin 2022. Juin 2022, oui. Donc, septembre 2021, je dis n'importe quoi, septembre 2020. Septembre 2020, on n'était que 2. L'idée, c'est d'être une petite dizaine. Pourquoi? Parce que c'est aussi pour conserver l'ADN de la boîte. On ne veut pas être 20, on ne veut pas être 30. Ce n'est pas l'idée. En tout cas, pas maintenant, parce que l'entreprise n'est pas forcément assez mature et qu'avec mon associé, ce n'est pas des choses à quoi on aspire. L'idée, c'est d'avoir une petite équipe, une dizaine de personnes bien soudées, tous motivés et qui s'éclatent dans ce qu'ils font. Et je pense qu'avec une bonne dizaine de personnes, une bonne équipe de soldats, c'est toujours plus intéressant que d'avoir 30 personnes qui trouvent pas forcément de sens à leur boulot, qui comprennent pas forcément pourquoi ils font ce qu'ils font tous les jours. Voilà, on en est plutôt sur l'approche de dire effectif réduit, mais tout le monde est à fond, tout le monde est motivé et tout le monde s'éclate. Est-ce que tu as encore l'impression d'être un couteau suisse dans ta boîte? Ouais, complètement. Alors, j'ai des couteaux suisses et ce que j'ai appris aussi en déléguant, sachant que moi, j'avais beaucoup de mal à déléguer. Et c'est encore un peu compliqué chez moi, mais au début, c'était horrible. Hein. C'était un déchirement, je crois que je devais déléguer. Ce qui est rigolo, c'est qu'on devient, quand on se développe, quand on recrute, on devient couteau suisse. Et aussi, donc, on a le rôle couteau suisse et le rôle de pompier. C'est-à-dire que généralement, on va être couteau suisse, c'est-à-dire que quand on ne sait pas trop qui va faire quoi, c'est nous qui allons nous y coller. Et quand il y a une merde ou un incendie à éteindre, là, pour le coup, c'est sûr qu'il est pour nous. Donc, couteau suisse extincteur. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez rigolo le côté couteau suisse. On va se retrouver à gérer des rendez-vous comptables, des choses, des grosses négociations, des choses assez importantes. Et puis l'après-midi, à devoir aller au Monoprix pour acheter des rouleaux papier toilette parce qu'il n'y en a plus dans les toilettes de l'entreprise. Alors, ça, c'est un quotidien de chef d'entreprise. Ouais, ça m'a marqué. Pourquoi je te pose cette question qui n'était pas dans mon script des questions, c'est que tu m'as parlé de sujets que je trouve intéressants. Alors moi,
une des choses qui m'excite le plus dans le métier d'entrepreneuriat, c'est de créer des systèmes, mettre en place les procédures et déléguer. Après, sur le papier, c'est aussi beau et dans la vraie vie, on va en parler. De toute façon, voilà, il y a toujours des petits, de temps en temps, des petits soucis là-dedans. Et tu vas parler de la compta et des contrats. Et de mon point de vue de chef d'entreprise, c'est des sujets qui peuvent se déléguer, mais que par exemple, perso, la compta, la relation avec l'expert comptable, j'ai eu beaucoup de mal à la déléguer parce que je me dis que si quelqu'un fait une boulette sur ça, c'est compliqué, quoi. Et je vois que tu es sûrement un peu pareil que moi, puisque la compta, ça saoule tout le monde, mais c'est super compliqué à réellement déléguer parce que c'est nos chiffres. J'ai la chance d'avoir mon associé qui s'en occupe, qui a une formation d'expertise comptable, donc qui est en son élément, mais qui prend le lead sur ce sujet-là au sein de l'entreprise, et c'est un vrai plus. Mais effectivement, en plus, nous, on est dans une activité qui est réglementée par la Banque de France et l'Autorité des marchés financiers. Donc, on a des gros sujets de confidentialité, on a des gros sujets on a plein de gros sujets. Et puis, en face de ça, on a des investisseurs qui nous font confiance pour leur épargne. Donc, on est aussi un peu les garants du temple en termes de qualité. Et aujourd'hui, par exemple, on fait des newsletters, on en fait plein pour le suivi des projets, pour annoncer les projets. C'est nos équipes qui les rédigent, qui vont les relire. On repasse toujours derrière. C'est-à-dire que tout élément qui part de notre entreprise, il est relu par nous. Et en fait, on a un peu le rôle gardien de la qualité. Et des fois, c'est pas forcément une super casquette, mais il faut toujours être là. Ouais, c'est un truc assez difficile. J'ai eu beaucoup de mal à avoir ce lâcher prise, de dire qu'il y a des choses, comment dire. Alors, il y a des choses où on peut pas, puis il y a des choses où une fois que j'ai délégué, je sais que ça se passe. Je veux juste qu'on me remonte si jamais il y a un souci. Ce que j'apprécie pas en perso, par exemple, si on me le remonte pas, s'il y a un souci qu'on me remonte pas, on laisse pourrir le truc. Je deviens méchant, je sais pas si commenter, mais on est tous pareils, quoi. Mais c'est vrai que j'essaie d'avoir ce lâcher prise, mais il est pas facile. Non. Il est pas facile à avoir, mais excellent. Donc, ouais, vous êtes super complémentaires par contre avec ton associé. Vous avez des skills qui sont en fait assez complémentaires. Ouais, et même au niveau du tempérament. Alors, une association, c'est un peu, je pense, comme un couple. C'est pas évident tous les jours, mais quand ça marche bien, c'est super. Et ce qu'il faut aussi un peu dans un couple, c'est chacun avoir ses personnalités et avoir un peu chacun son précaré et connaître aussi le précaré de l'autre. Et effectivement, nous, on s'est réparti l'émission. Donc, il y a des sujets, par exemple, on va bosser tous les deux dessus. D'autres, on va déléguer complètement. Enfin, c'est-à-dire que c'est l'autre qui s'en occupe, c'est l'autre qui supervise. On est en confiance. Des sujets stratégiques importants où là, par contre, on travaille ensemble. Et c'est sûr que ça, dans une association, c'est pas évident pour ceux qui veulent se lancer avec des associés. Il y a le côté skills, il y a aussi le côté mindset, et il y a le côté comportement, relations humaines, parce que dans une entreprise et une aventure entrepreneuriale, même si ça marche, moi, je considère que j'ai la chance d'avoir une entreprise qui fonctionne. En fait, même dans une entreprise qui fonctionne, il y a toujours des moments très difficiles à passer, qui sont encore plus durs s'il y a des problèmes financiers, des entreprises qui mettent un peu plus de temps à démarrer et autres. Ça amplifie forcément tous ces problèmes. Mais voilà, donc la situation, c'est un vrai sujet. Et oui, il y a plein d'entreprises, c'est pas un mythe, hein, qui avaient des super idées, des super business models et qui ont pété à cause d'associations qui n'ont pas marché. Mon frère, j'ai pas mal interviewé là-dessus assez souvent, donc, qui est avocat en droit des affaires, et qui me disait, ce qui reprenait ce que tu dis, une association, c'est un mariage. Donc, il pose des premières questions basiques sur la relation des gens, la relation humaine des gens, avant de parler du projet pour lesquels les personnes sont venues les voir, quoi. Quand quelqu'un vient le voir, 2, 3, 4 personnes pour s'associer, premier truc qu'il pose, c'est sur la partie hors professionnelle. C'est la partie humaine, parce que il dit, ouais, c'est comme un mariage. Une fois que tu t'es associé, c'est pas si simple de sortir ou de faire sortir l'élément par exemple négatif dans une association. Donc, en tout cas, ça a l'air de bien surfer. Tu as fermé combien de boîtes depuis que tu as commencé? Pour l'instant, aucune. Bravo. Merci. Aucune, mais si aux États-Unis, je dirais, tu n'as pas fait le taf. Mais... Ouais, exactement. J'ai pas payé le prix de l'erreur, et j'ai pas eu le savoir de l'échec. Alors j'ai eu des échecs, dans le sens où tout s'est pas toujours passé comme je le voulais ou je l'espérais. Mais fermer aucune boîte, j'espère que ça sera jamais le cas. Mais c'est sûr, ouais, c'est un truc que j'appréhende. Et étonnamment, un de mes rêves, c'est si dans un avenir professionnel, j'ai aucune idée quand est-ce que ça pourrait arriver, mais
dans une seconde vie, ce que j'aimerais bien faire éventuellement, c'est de racheter des entreprises en difficulté et redresser redresser le navire, quoi. Alors, je sais que c'est le genre de truc où pareil, dans le genre, je pense, job où avec des bons taux de divorce, ça va être pas mal. Parce qu'à chaque fois, tu prends un bateau qui coule. Voilà. Mais c'est un truc qui me plaît beaucoup. Ouais. Le côté challenge et le côté aussi sauver un projet, sauver une entreprise, une marque, une image, des clients, des partenaires, des équipes qui peuvent être attachées à ça. Donc, non, aujourd'hui, j'ai aucune liquidation à mon actif. Mais ouais, c'est quelque chose auquel je suis assez attentif. Excellent. Quelle est la meilleure compétence que tu as pour réussir dans le poste d'entrepreneur? Faut que j'en donne qu'une. Donne la meilleure. Ok, je suis un bulldozer. Avec les inconvénients qui vont avec, mais je suis un bulldozer. Donc, bulldozer, ça veut dire grosse capacité de travail, grosse appétence au risque. Alors, encore une fois, les inconvénients qui vont avec à chaque fois. Mais le côté ouais, bulldozer, on y va. Il y a des murs en béton, on va les péter avec la tête. C'est juste une question de temps et de motivation, mais on va y arriver. Excellent. On se rejoint du coup là-dessus. Alors, l'inconvénient, je ne sais pas pourquoi, de ça, c'est que du coup, c'est difficile de suivre derrière. Parce qu'on y va. Je ne sais pas chez toi, mais quand on me donne un truc, on me dit on y va, c'est-à-dire que c'est fait. Ça ne veut pas dire qu'on va encore le fantasmer ou l'intellectualiser dans sa tête. Et du coup, mais ça donne un déphasage parce que c'est assez dur de suivre ce genre de profil en tout cas. Je sais que moi, perso, je fatigue beaucoup de monde. C'est ça. Bah ouais, mais j'ai un peu la même chose. Et quel est le défaut que tu as le plus de mal à gommer? Pas perso, on à ta femme, en professionnel. Je suis rancunier. Je suis vraiment très, très rancunier. Mais je suis un gamin là-dessus, hein, mais je suis vraiment rancunier. Et le problème, c'est que dans les affaires, il y a je pars du principe que dans les affaires, c'est un peu comme dans la vie. Alors, sans dire de karma, si tu veux du bien, fais le bien autour de toi, mais juste, c'est une question de tempérament. Et je pense qu'il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent en faisant des choses dégueulasses et qui n'ont jamais eu de problème dans leur vie, tant mieux pour eux. Mais il y a forcément, les affaires, peu importe dans quoi on se lance, c'est toujours des petits milieux. Les gens finissent par se connaître, les gens finissent par discuter. On a une image, on a une réputation. Et du coup, vraiment, je pense que l'idée, c'est ça, c'est de dire qu'à partir du moment où tu apportes quelque chose aux personnes, sans toujours faire facturer, sans toujours demander. Il y en a, moi, je travaille avec des gens, dans mes clients, dans mes partenaires, il y en a, je sais, ça va être des gens réglo, des gens justes, et d'autres, ça va être toujours la virgule, toujours le petit bout de gras, le petit bout de gras. Après, en fait, un jour ou l'autre, ça se retrouve. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, nous, forcément, on n'a pas la même relation avec eux, on ne va pas proposer les mêmes choses. Et je pense que avoir ce côté de dire être bien dans ses baskets et proposer un produit et avoir une entreprise qui est saine, en fait, où personne n'est lésé, parce que oui, on peut faire du business avec une entreprise où en fait, il n'y a pas une partie qui perd. Que ce soit les salariés, que ce soit les clients, les fournisseurs. On n'est pas obligé de créer un système où forcément il y a une partie qui perd et qui fait que les autres s'enrichissent. Ça, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, tous ces modèles-là, ils sont pas viables en fait sur le long terme ou alors sur des échelles importantes. Donc, ouais, je suis assez partisan de dire qu'il faut être réglo. J'aime bien le mot, ils ne sont pas viables parce qu'en fait, ils sont peut-être viables économiquement et comme tu dis, peut-être qu'ils ne se prendront pas un gros karma même s'ils le méritent. Par contre, ils ne sont pas viables au sens de la vie, première du terme, c'est-à-dire, et on en reviendra sur le pourquoi on fait les choses, mais je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est cool l'argent, mais moi, par exemple, c'est les valeurs d'argent que je montre, c'est les valeurs de travail qui font de l'argent et qui font du bien aux gens d'une manière ou d'une autre, que je veux montrer par exemple à mes enfants. Tu vois, on en parlait juste avant le début de l'enregistrement où je t'ai dit pourquoi je fais ce podcast, parce que s'il y a une personne que ça peut aider, là, on retirera ses écouteurs parce qu'il est en train d'aller, comme je l'ai fait pendant 10 ans, d'écouter le podcast en allant à sa banque pour faire des réunions qui servent à rien, juste parce qu'à la fin, il n'a pas le courage, comme je n'avais pas le courage de quitter un bon salaire, parce que je savais que je l'avais au moins jusqu'à ma retraite. Si je peux aider une personne là-dessus, moi, j'aurais kiffé. Est-ce que je serais le plus riche par rapport à ça? Oh, j'ai suffisamment pour vivre et pour bien vivre, ça suffit. Par contre, je te rejoins sur le karma et on en a tous. Moi, je suis sur YouTube, des gens qui font de la merde et qui sont à la limite de l'arnaque. Ça gave, mais bon. Là, j'ai eu un truc comme ça tout à l'heure. J'ai ma femme qui travaille avec moi sur la partie administrative de mon centre de formation professionnelle. On a une personne. Alors, moi, je suis quelqu'un de très intègre, mais ça, j'ai du mal avec l'injustice. Je me soigne, mais. Et ma femme tout à l'heure a été énervée parce qu'on est pareil, en fait. Nous, on a un lifestyle très simple, tu vois. Mais on n'apprécie pas l'arnaque, en fait. On n'arnaque pas les gens, on n'apprécie pas l'arnaque.
une lunette qui a suivi 120 heures de formation de mon espace de formation. Ouais. Il a dit non, mais j'ai demandé à Mamou de couper. Elle paye en plusieurs fois. Elle a cru que c'était un abonnement, je pense, alors qu'elle a signé un contrat électronique. Donc, de toute façon, elle va avoir des soucis avec mon avocat, qui est mon frère. Mais elle a dit j'ai demandé à la banque de couper les prélèvements parce que je ne peux plus payer. Elle a suivi 120 heures de formation. On lui a répondu à toutes ces questions. Elle a suivi des coachings individuels. Et en fait, quand tu parles du karma, je pense que de toute façon, on ne peut pas être comme ça, être différent dans la vie de tous les jours, être différent avec ses enfants, avec sa femme, dans son boulot. Moi, je n'embauche des gens dans ma société que des personnes où je leur dis le plus important, c'est l'humain. Le reste, travaille. Mais je veux des gens avec qui je vais apprécier de travailler. Le reste, on va trouver. Si tu m'inspires pas, je ne travaillerai pas avec toi, même si on est capable de faire beaucoup d'argent. Ça, on se rejoint là-dessus. Nous, dans nos recrutements, c'est ce qu'on dit. Généralement, on dit, en fait, on recrute un humain et on en fait un professionnel. Et on a souvent des candidats, parce qu'on recrute des gens qui sont jeunes, beaucoup des gens en alternance, fin d'études, qui après on CDIs, et qui du coup se sentent obligés d'étaler, de dire même si moi je connais ça. En fait, on les coupe direct en disant on part du principe que vous ne connaissez rien ou quasiment rien. Ce que vous connaissez, c'est souvent théorique, c'est des bonnes bases, mais dans la pratique, c'est pas grand-chose. On a été étudiant il y a vraiment pas longtemps, donc on sait ce que c'est. Voilà. Par contre, ce qu'on veut, c'est des soft skills, c'est des gens qui soient motivés, qui aient une belle dynamique, qui soient des gens intéressants et intéressés. Et après, à nous, en tant qu'entrepreneurs et chefs d'entreprise, de les former, de leur donner cette vision, ce pourquoi, et aussi nous, ce qu'on essaie beaucoup de transmettre, c'est la satisfaction du travail bien fait. Et dans mon équipe, j'ai une personne qui est en alternance, très jeune. Il était tellement jeune qu'au début, on a hésité à le recruter parce qu'il était trop jeune. Donc, on s'est dit, vraiment, on va passer beaucoup trop de temps à le former. Et puis, par rapport au niveau de responsabilité du poste sur lequel on voulait le mettre, hein. Bon, au final, c'est une machine. Il le sait, hein, je l'ai déjà dit. Donc, on ne divulgue pas de secrets sur YouTube. C'est une machine. Mais il faisait pas mal de fautes d'orthographe. Et du coup, parce qu'il voulait aller vite, il voulait aller trop vite. Alors, dès qu'il avait fini un truc, il me le mettait à relire. Et à chaque fois, je screenais toujours les fautes, je changeais les fautes. Et je lui dis, mais attends, on va faire un challenge. Toi, à titre perso, mets-toi le challenge de dire, quand je lui envoie un truc, je veux qu'il me réponde c'est bon, merci, ou c'est super, machin, et qu'il y ait 0 screen de faute d'orthographe. Et voilà, en fait, et c'est juste aussi inculquer le côté prendre plaisir et être capable de s'auto-satisfaire d'un travail bien fait, sans toujours qu'on ait besoin de s'entendre dire en permanence, un peu le management américain, oh, c'est super ce que tu fais, c'est super boulot, c'est incroyable, t'es le meilleur, t'es un champion, machin. Bah, ça toute la journée. Et puis d'ailleurs, les entreprises qui font ça, souvent, c'est assez hypocrite. Et en fait, il faut aussi savoir, en tant qu'humain, être sa propre source de motivation et sa propre source de satisfaction. Être content, mais ça peut être des choses toutes bêtes du quotidien. J'écoutais une vidéo d'un amiral de la Navy américaine, qui n'est pas connu pour être une grande école de pensée libre, hein, non plus dans le monde, la Navy américaine, mais bon. Et cet amiral, il donnait un discours devant des étudiants qui étaient des jeunes diplômés à l'université. Et en gros, il expliquait pourquoi est-ce qu'il fallait faire son lit tous les matins. Et il expliquait qu'en fait, quand tu fais ton lit tous les matins, tu peux passer la journée la plus pourrie de ta vie. Il peut t'arriver que des merdes. Au moins, tu auras fait une chose et tu l'auras fait bien. Tu auras fait ton lit. Voilà. Et tu arrives à la fin de la journée, tu ne peux pas dire ma journée n'a servi à rien, j'ai rien fait de bien, j'ai été nul, tout a raté. Non, c'est faux, tu as au moins fait ça. Du coup, je ne fais jamais mon lit parce que ça me gonfle. Et c'est autre chose. Ça, il y a aussi le fait de manger le crapaud. Le matin, c'est faire la tâche la plus pourrie. Enfin, tu as moins envie de faire le matin, au moins tu sais que le reste de ta journée va être belle, quoi. C'est quoi le chiffre d'affaires de la première brique l'année dernière, en 2021 ? En 2021, on a dépassé symboliquement, parce que c'est vraiment pas grand-chose, on a dépassé symboliquement 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui fait que, à l'échelle de notre industrie, pour donner un peu un ordre d'idée, on est vraiment dans les petits, même les petits. Mais on est aujourd'hui une des rares structures à n'avoir jamais fait de levée de fonds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le capital est détenu à 50-50 entre mon associé et moi. Alors, encore une fois, c'était pas la voie de la simplicité parce qu'on n'avait pas d'argent quand on s'est lancé. On a lancé la société avec 15 000 euros de capital social, sachant qu'on n'avait que 7 500 euros. Donc, pour les juristes et techniciens, on peut créer une entreprise avec un capital social différent de ce qu'on verse réellement. Donc, on a créé l'entreprise avec 7 500 euros sur le compte. On n'avait pas un centime de plus. Et donc là, on a dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est une très, très belle chose. Alors, peut-être que pour certains, si tu écoutes, 7 500 euros, ça peut paraître une grosse somme d'argent. Mais quand tu es dans un projet plutôt orienté tech, c'est-à-dire que même si derrière, il faut aller chercher
pour la première brique des marchands de biens, valider des projets. Il y a un cœur quand même technologique pour avoir des gens qui se rencontrent via une plateforme informatique. 7 500 €, tu fais même pas un prototype, quoi. Enfin, j'exagère. On a dû apprendre sur YouTube à coder certains trucs. Donc voilà, c'est quand tu n'as pas d'argent, l'avantage quand tu n'as pas d'argent, c'est que tu apprends à faire. Il y a deux avantages à lancer un projet sans argent. Tu apprends à faire et ensuite je pense que tu as une bien meilleure valeur de l'argent. Et il y a plein de startups, encore une fois, qui ont des super projets, des super idées. Et je pense qu'ils se plantent complètement parce que le premier truc qu'ils font, c'est une grosse levée de fonds. Du coup, les mecs, ils ont plein de pognon sur un compte en banque. Et avoir plein de pognon sur un compte en banque, quand on n'est pas forcément habitué à avoir cet argent, c'est quand même le meilleur moyen pour le dépenser de façon débile. Et c'est tout bête. Je prends un exemple mais qui va parler. Les sweats à capuche ou les polos la première brique, c'est loin d'être le premier truc qu'on a fait. Hein. On l'a fait, mais après avoir payé plein de choses, développé un nouveau site, un machin. Là, on s'est dit, bon, allez, on va dépenser 1 000 € pour faire plein de sweats, plein de polos qu'on va distribuer un petit peu à droite à gauche parce que c'est rigolo. Et il y en a, le premier truc, ils créent une boîte. Alors, ils déposent la marque à l'INPI, et encore, il y en a certains qui l'oublient. Et ils vont faire des jolies cartes de visite. Ils vont tous se faire des suites. Ils prennent des bureaux dans des espaces de colloques, de cowork un peu stylés à Paris ou autre, où tu payes une blinde. Hein, ou alors bosser toute la journée chez Starbucks avec un prix du café qui est un peu élevé. Et donc voilà, c'est l'avantage de créer sa boîte sans argent. Yes, c'est excellent. Parce que moi, quand j'ai créé ma boîte, alors la boîte avec le logiciel, ça coûte moins cher à la base, mais malgré tout, il faut un peu d'argent. Et j'avais un mec qui avait dit, purée, quoi, là, que tu n'as pas d'argent, du coup, entre le resto à 30 balles et le fait que ton autorépondeur il coûte 3 balles par mois, ouais. Tu ne fais pas le resto et tu prends l'autorépondeur. Et c'est un truc qu'on a du mal aujourd'hui. Si tu nous entends, le seul truc qui va être une différence, c'est que tu vas avoir, on en parlait avant l'enregistrement, tu vas avoir un déséquilibre. Ma femme, genre, elle avait du mal à comprendre. Je dis, ne t'inquiète pas, je vais faire un déséquilibre temporaire. C'est-à-dire que quand j'ai pas quitté le travail et que j'ai lancé ma boîte, je travaillais 6 jours et demi sur 7. Et je me levais du coup à 5h30, 6h le matin. Après, j'allais réveiller mes enfants à 7h30. La soirée, j'allais au travail. Au travail, je faisais ce que j'avais à faire. Et puis, je me formais le midi. Je n'allais plus manger avec des gens. Je me formais le midi. Parce qu'en fait, ce n'est pas un mythe de dire quand on dit qu'il faut se former, ce n'est pas juste pour te refiler des formations. C'est qu'il faut vraiment se former. Et le soir, mes seuls moments de pause, c'était le sport, quoi. Et ce déséquilibre-là, il va y avoir un équilibre. C'est-à-dire qu'un déséquilibre toute ta vie, tu vas mal finir. Ça va finir, ça va être compliqué. Par contre, tu vas passer par des déséquilibres, mais derrière, ce qui peut se passer derrière est assez beau. Tu vois, l'immobilier, tu as des fuites d'eau. Mais malgré tout, le temps de réparation des fuites d'eau, ça prend la tête quand il y a une fuite d'eau. Mais le temps que ça prend, ramener à ce que ça rapporte, ce que j'explique, ça me prend moins de temps que les 174 heures par mois d'un boulot 35 heures. Mais quand ça arrive, en plus, il y a toujours une série. Quand ça arrive une fois, ça arrive 3 fois. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'entends pas parler d'un immobilier pendant 3 mois et d'un coup, il y en a 3 qui t'appellent pour des fuites d'eau. Donc, c'est toujours ramener qu'est-ce que ça te rapporte par rapport à ce que ça te crée. Et il y a des périodes de déséquilibre où il faut être un peu funambule entre ta vie perso, tes enfants, ta femme, ton sport, ton machin. Mais après, il y a un réel équilibre. Pourquoi tu as fait ça? C'est quoi ton why? C'est quoi? Pourquoi tu n'as pas mis cette belle robe qui va si bien aux avocats et tu es allé là-dedans? Bonne question. Alors, l'histoire complète, la genèse du projet, c'est qu'en fait, je me suis retrouvé quand tu fais l'école des avocats, tu fais 6 mois d'école, 6 mois de stage en entreprise, 6 mois de stage en cabinet. Le stage en entreprise, je l'ai fait dans une petite banque, qui était une banque qui appartenait à un fonds d'investissement américain, qui voulait racheter d'autres banques. Donc, c'était très intéressant. C'était des fusions-acquisitions dans le monde bancaire, donc passionnant. Et tous les gens dans l'équipe étaient tous adorables, vraiment. J'ai rien du tout contre eux. Mais les missions qu'on m'a vendues en entretien n'étaient pas complètement celles qu'on me faisait faire au quotidien. Et comme pour moi, j'ai toujours considéré qu'un stage, même si c'est que 6 mois, c'est une expérience. Et chaque expérience doit être vécue à fond. Et on doit faire en sorte de faire les plus belles expériences, surtout quand on est jeune, pour avoir un bon profil, même en étant jeune. J'ai contacté l'école pour dire, voilà, expliquer ma situation. Et ils ont dit, est-ce que je peux trouver un autre stage? Et puis ils m'ont dit, non, le seul moyen de trouver un autre stage, c'est si vous montrez que vous êtes victime d'harcèlement. Ok, super, sympa les mecs. Donc, je me suis dit, c'est simple, j'ai 6 mois devant moi, avec un taf qui ne m'épanouit pas, qui n'était pas non plus trop chronophage.
Ça, c'était plutôt le bon côté. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, faut que je m'occupe l'esprit. Et du coup, comme je sortais d'école de commerce, je me suis dit, mais je vais réfléchir à monter une boîte. Mais vraiment, juste pour l'imagination, quoi. C'est Robinson Crusoe et vendredi. Hein. C'est juste de dire, je vais me faire un ami imaginaire, je vais me faire une boîte imaginaire, avec un business plan imaginaire, avec un machin imaginaire. Et puis, en fait, à chaque étape, je poussais le délire un peu plus loin, jusqu'après trouver un associé. Et puis, réfléchir à ça, machin. Réfléchir au logo qu'on a fait sur PowerPoint, d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer un graphiste. Et puis après, on a déposé les statuts. Et puis ensuite, on s'est dit, non, mais de toute façon, pour faire ce qu'on fait, il faut un agrément de la Banque de France. On ne l'aura jamais, quoi, ce truc. On tente, mais on ne l'aura jamais. Allez, pour la déconne. Puis en fait, on l'a eu. Donc là, se pose la question de dire, bon, concrètement, on a créé une boîte, on a un agrément de la Banque de France, on a réfléchi à peu près à un truc qui semble tenir la route sur le papier. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et donc, il y avait… En fait, moi, je me suis fait prendre la main. J'ai mis le doigt à la main, puis après, j'étais pris dans l'engrenage. L'autre point, c'est que je suis un peu une tête de con, donc je pense que je suis à peu près impossible à manager. Donc, pour moi, malheureusement, avoir une hiérarchie, un machin, c'était compliqué. Compliqué pour toi ou compliqué pour celui qui va te manager? Je pense pour les deux. Challenge pour les deux, mais pour moi, vraiment trop dur. Et en plus, j'avais aussi un autre problème, c'est la notion d'âge, en fait. J'ai eu mon bac à 16 ans, j'ai toujours été assez speed dans ce que je faisais. Et le problème, c'est que là, j'arrivais dans un domaine où on a beau être très bon, quand on a 25 ans, on a 25 ans et on ne parle pas. Et on commence à être autorisé à parler un peu plus tard. Et c'est tout bête, mais je ne comprenais pas. Intellectuellement, je ne comprenais pas cette notion de dire non, tu n'es pas senior ou tu n'es pas associé. Tu n'as pas le droit au chapitre pour discuter de ça et ça. Même si, en fait, potentiellement, on t'avait demandé ton avis au petit stagiaire et qu'en fait, putain, mais si ça se trouve, l'éclair de génie, il serait venu de toi. Et ce côté hyper normé où, en fait, on me disait, tu vas bosser très dur. Et en fait, dans 5 ans, tu vas monter, dans 5 ans, tu vas monter, machin. Et dire, moi, du coup, je voyais le côté, ouais, mais en fait, le niveau où je vais m'éclater, il sera à partir de 20 ans. Et j'ai toujours été hyper impatient. Et à 25 ans, m'entendre dire, en fait, il faut que tu fasses ton taf et que tu prennes un peu ton mal en patience pendant 20 ans, mais c'était impensable. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, du coup, je fais mon truc. Et après, pourquoi est-ce que aussi j'ai lancé comme je disais, j'ai la chance d'être jeune. Donc, j'avais fini mes études en ligne droite et j'étais plutôt en avance. Et ce que je me suis dit, c'est que justement, j'avais la chance de perdre 1 ou 2 ans de ma vie, sachant que même une aventure entrepreneuriale qui ne marche pas, c'est jamais du temps perdu. Ça, c'est le premier qui dit ça, il n'a rien compris. Mais je me suis dit, voilà, si je lance une boîte et que dans 1 an, 2 ans, ça vivote, ça machin ou ça se plante complet, je pourrais toujours ressortir mes jolis diplômes, aller taper à la porte des cabinets que je visais. J'aurais le même âge qu'en fait que les gens qui vont sortir d'école, sauf qu'en plus, j'aurais un truc à raconter. Et j'aurais vu plein d'autres choses. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre, si ce n'est peut-être 2 ans de salaire que j'aurais pu prendre chez le cabinet, machin, et que du coup, je n'aurais pas pris. Et encore une fois, à l'échelle d'une vie, il ne faut pas raisonner comme ça. J'avais pas d'enfant, j'avais pas de crédit, tant pis, j'ai 2 ans. Au pire, je m'achète 2 ans d'expérience. Et sincèrement, si on s'amuse à pricer l'expérience, en fait, ça vaut très, très cher. Ça vaut vraiment beaucoup plus cher que 2 ans de salaire. On en parlait tout à l'heure. En fait, quand on parle de ça, d'expérience, il faut comparer. Il t'arrive que tu es salarié, il t'arrive quelque chose dans ta boîte. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé, un projet qui s'arrête. Je suis directeur de projet, un projet qui s'arrête, j'attends le prochain. Tandis que là, dans ta boîte, tu as un projet qui s'arrête. Et comme tu es en même temps le couteau suisse, même si ta boîte grossit, à un moment, tu restes le couteau suisse de certaines décisions stratégiques et tu éteins aussi les incendies. Peut-être que tu vas le faire avec quelques bras droits, quelques personnes de confiance dans ta boîte, mais c'est toi qui vas réfléchir à des pivots, ce que j'appelle des pivots, pour se relancer sur d'autres projets. Et ça fait grandir et ça fait progresser. Je ne sais pas à quel coefficient, mais moi, je pense qu'on est bien sur un multiplicateur multiple de 100 mini sur la progression, ne serait-ce que par rapport à ce truc entre j'attends et je crée. Quand tu es chef d'entreprise, tu crées la valeur et tu n'attends pas qu'on crée la valeur pour toi. Et ça fait un épanouissement, je pense, personnel. Tous ceux que je rencontre tous mes amis chefs d'entreprise, ça fait cet épanouissement. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'œil qui paye. Limite, des fois, quand on a une galère, je ne dis pas qu'on est content de l'avoir, mais on va prendre tellement un plaisir. On se dit, j'apprends. Moi, c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est-à-dire
En ce moment, on est en plein dans un gros dossier d'agrément. Il y a un nouveau agrément européen qui est passé dans notre domaine d'activité. Et on est en plein dans ce dossier d'agrément. C'est un casse-tête. C'est un casse-tête. On se rend fou. On rédige des dizaines de pages. On relit plein de trucs. Enfin, c'est pas une partie de plaisir. Mais à chaque fois qu'on a envie de tout envoyer balader en disant, bah, en fait, c'est bon, ça y est, ils nous ont eu avec la réglementation, ils nous ont dégoûtés. Et moi, aussi, on se dit, allez, il faut avoir toujours le bon côté. On apprend plein de choses, ça permet de se remettre en question, de voir les choses différemment d'autres. Et effectivement, de toute façon, dans une vie d'entrepreneur, il y a énormément de missions qui sont des missions chiantes. Enfin, l'administratif, la compta, le machin, je suis désolé, c'est pas très rigolo. Enfin, quand le dimanche à 22h, tu vas aller scanner tes tickets de caisse et toutes tes notes de frais et tes tickets de péage, je connais personne que ça fait rêver. Et pourtant, bah, ça, c'est aussi la vie d'un entrepreneur. Et je pense que c'est aussi des choses que les gens vont fantasmer. C'est le côté, l'entrepreneur, c'est un peu tout ce qu'on imagine, mais la différence entre devant la caméra et derrière la caméra, ou caméra éteinte. Et en fait, ouais, il y a le côté, tu as ta journée de travail de 9h à 18h, on va dire, par exemple, comme tes équipes. Mais en gros, quand tes équipes partent, toi, tu te récupères plein d'administratifs, plein de machins, plein de trucs qui sont souvent des tâches un peu ingrates. Et ça, les gens ne le voient pas. Ça te prend un max de temps et c'est des trucs où, en plus, tu n'as pas trop le droit à l'erreur, quoi. Je veux dire que les youtubeurs, ils nous montrent quand ils sont à la plage en train de travailler sur leur ordinateur. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, complètement. Et même dans ses proches, il y a plein de gens qui voient que le bon côté. Je prends un exemple tout bête, mais le côté de dire ah super, tu as une boîte, du coup tu peux faire plein de restos, tu récupères la TVA, quoi. Ouais, enfin à côté de ça, j'ai pas d'assurance maladie, j'ai pas d'assurance chômage. Demain je me pète la jambe, après-demain je dois être au boulot, quoi. Enfin, mais oui, bien sûr, je peux me faire une bouffe et récupérer la TVA sur ma bouffe. Ouais. Stop. Ce week-end, j'avais un anniv, du coup, j'ai des gens qui me disent ah, comment ça? Ah, t'es super bronzé et tout. On voit que tu travailles pas trop, quoi. Et alors maintenant, je relève plus avec l'expérience. Mais tu vois, après, tu peux leur faire la leçon en fait, tu as des équipes qui travaillent 7 jours sur 7. Moi, j'ai des équipes qui travaillent 7 jours sur 7 de 6h à 23h potentiellement. Et du coup, oui, il y a des moments où du coup, je vais faire une sieste au soleil. Mais et tu finis à 23h après, quoi. Et c'est OK, tu vois. C'est juste qu'en fait, tu es un peu libre tu dois rendre des comptes à personne. Enfin, moi, c'est pour ça que moi, c'est ma liberté, elle n'est pas financière. Ma liberté financière, je pense que ça vend des formations, c'est fait du marketing. Donc voilà, les gens veulent écouter ça, donc on leur parle de mots comme ils veulent écouter. Mais la vraie liberté, elle est de pouvoir faire ce qu'on veut et dire ce qu'on veut pour moi. La liberté financière, on ne sait pas si on a l'inflation x100 dans 2 ans. De toute façon, tu auras 1 million, ça ne vaudra rien. Donc, Tu vas rigoler, mais un des jours où j'ai pris un gros pied en tant qu'entrepreneur, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était le 4 mai 2022, du coup. Le 4 mai, pour les fans de Star Wars dont je fais partie, c'est un jour un peu sacré, parce qu'en anglais, 4 mai, c'est May the Force, donc May the Force be with you. Et du coup, notre chargé de communication, qui fait un super boulot sur les réseaux sociaux et autres, je lui ai dit, bah voilà, est-ce que tu peux mettre un petit truc en rapport avec ça? Et puis au bureau, j'ai un Dark Vador qui est énorme, que m'avait offert ma mère quand j'avais 15 ans, quoi. Et du coup, elle a pris ça elle a pris ça en photo, le Dark Vador avec la cape, le machin et ça, et mis un post sur LinkedIn. Et franchement, je me suis dit, en fait, c'est ça, c'est le côté aussi, c'est un régal, quoi. Enfin, moi, j'étais là sur mon téléphone à regarder le truc, à voir des gens qui likaient, je me disais, mais c'est énorme, quoi. C'est rigolo, on s'amuse. c'est ça, c'est qu'en fait, on peut, en fait, en simplicité, on donne de la valeur et on kiffe juste la vie. Donc, en fait, il y a pas plus on pourrait se prendre la tête et moins on se rend compte qu'il faut se prendre la tête. En fait. Ouais, je mets ça sur le côté financier aussi. Je suis jamais aussi peu matérialiste que depuis que je peux me permettre d'être matérialiste. C'est vrai. Mais en fait, j'en ai pas besoin en fait. Ça m'apporte pas de bonheur en fait. Alors c'est toujours plus facile à dire. Disclaimer, quand tu gagnes correctement ta vie, que tes enfants sont en bonne santé, que tu n'as pas divorcé, etc., etc. Mais ouais, je sais que c'est marrant. Il y a des choses qui me faisaient fantasmer avant, que je ne pouvais pas, maintenant que je peux. Ça m'en fout, en fait, ça m'intéresse pas. Mais parce que en fait, plus tu grandis dans ça et plus tu vis pour toi, en fait, tu vis plus. J'ai passé du temps à vouloir me justifier par rapport à d'autres, tu vois. Ouais. Et quand tu viens du milieu, bah, toi, tu es avocat, c'est la même chose, mais en banque, c'est pareil. Tu rentres dans un ascenseur dans une banque, tout le monde, même un mec que tu connais, avant de te dire bonjour, c'est pas un cliché, hein, il va vraiment te regarder
Il a regardé les chaussures et la montre. Ouais. Il va tout regarder, quoi. C'est un truc de fou. Moi, comme à la fin, par exemple, je voulais écorter l'expérience, j'arrivais mal habillé, mais j'avais une réflexion tout le temps. Moi, je faisais ça pour provoquer la réflexion, mais c'était tellement simple que ça marchait tout le temps, quoi. Oui, j'ai une question que j'ai rajoutée, mais par rapport à ce que tu as dit. Comment on se lance dans un milieu où il y a déjà des très gros? Parce que tu n'as pas eu… mais de toute façon, ce que j'explique aussi, je vais encore expliquer ça ce week-end. Celui qui a inventé le visa de la carte bancaire, ou Visa ou Mastercard, il y en a un. Ouais. Celui qui a inventé Facebook, il n'a rien inventé du tout. Bon, il a un peu piqué l'idée, mais au-delà de ça, il a rien inventé, quoi. Il y avait des réseaux sociaux. Bon, il s'est quand même lancé, il l'a fait parce qu'il y croyait. Il n'y a pas besoin d'attendre l'idée magique parce qu'elle ne viendra peut-être pas. Et honnêtement, à 99% de chances qu'elle ne vienne pas. Il faut s'inspirer. Et toi, comment vous êtes lancé dans ce milieu où il y avait déjà des très gros, il y avait des moins gros, il y a de la réglementation. Pour ceux qui ont déjà parlé… voilà, allez voir à l'AMF, Autorité des marchés financiers, c'est juste pour avoir fait dirigé quelques projets là-dessus. Voilà, c'est dès que tu emploies juste ce mot, c'est un peu galère, on va dire. Mais c'est galère, mais c'est normal. Pourquoi c'est galère? Parce qu'il y en a qui sont gavés en faisant des abus à une certaine période. Donc, c'est comme souvent, on récolte, malheureusement, là, c'est un karma inversé, quoi. On récolte ceux qui se sont gavés il y a quelques années. Mais comment on a le truc de se lancer dans ce milieu-là? Alors, moi, sur l'après-imbrique, en fait, je me suis, quand je réfléchissais à créer ma boîte, je me suis dit, j'avais aucune idée. Donc, le truc débile, je vais mettre tout ce que j'aime bien, dans un gros shaker, je remue, on va voir ce qui en sort. J'aimais bien l'immobilier, j'aimais la finance, le droit, la nouvelle technologie, la communication. Et du coup, j'étais voir un peu du côté des fintech, donc l'innovation financière, appliquée à l'immobilier. Je tombais sur crowdfunding, j'ai regardé. Et effectivement, l'idée est top. Donc, appliqué comme c'est appliqué aujourd'hui, ça vient des États-Unis. Après, ça arrive en Grande-Bretagne, ça arrive en France en gros en 2014-2015, réglementation française. Donc, c'est assez récent. Mais pourtant, il y a des acteurs qui font 10-15 fois plus de volume que nous en termes de taille. Et donc, l'année dernière, c'est 1 milliard. En 2021, c'est 1 milliard de collecte, le crowdfunding immobilier. Nous, sur ce milliard de collecte, on représente 15 millions. Donc, on est un petit poisson. Mais en fait, la réflexion qu'on a eue avec mon associé, c'est de dire qu'il ne faut surtout pas avoir le syndrome de l'imposteur ou quoi que ce soit. Il faut chercher sa valeur. Et sa valeur, elle n'est pas toujours d'en avoir une idée originale. Tu as complètement raison là-dessus. Et justement, c'est dangereux de chercher absolument l'idée géniale parce que peut-être qu'elle ne viendra pas. Ou alors, encore pire, peut-être qu'elle viendra, mais qu'en fait, d'un point de vue business, ce ne sera pas bien. Il y en a qui ont eu des idées merveilleuses, mais il n'y a pas d'application business. Ou alors, pas encore maintenant. Ou alors, pas comme on l'aurait pensé. J'ai discuté avec un entrepreneur qui avait monté une boîte, génial. En gros, c'était un espèce de réseau social pour mettre en relation des entreprises et des universités pour qu'en gros, bosser sur des projets avec les cerveaux côté chercheurs, universitaires et autres, et côté business, entreprise. Et donc, il a fait le tour de toutes les facs, bureaucratie à la française, il s'est pris, mais ça a été un flop complet. Il avait lancé ça dans les années 90. En fait, il m'a dit, mais il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, il y en a qui ont lancé ça aux US. Aujourd'hui, la boîte est valorisée des centaines de millions de dollars. Il disait, mais moi, à l'époque, c'était une bonne idée, mais pas pour mon marché et pas pour le temps, en fait. Donc, il ne faut pas forcément chercher l'idée qui est parfaite. Il faut chercher une idée, en fait, qui correspond à un besoin. Et il faut raisonner en termes de besoin, en termes de valeur, ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on peut faire. Et donc, nous, on s'est lancé en se disant, on avait identifié un besoin, pour parler vraiment juste après un brick stratégie, on avait dit, aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui vont financer des dossiers en fait, de plus en plus gros parce que ces plateformes ont été rachetées par des banques ou par des fonds où elles ont fait des levées de fonds. Donc, elles doivent faire toujours plus de chiffres. Et donc, pour faire toujours plus de chiffres, soit on fait toujours plus de projets, soit on fait des projets plus gros. C'est plus simple de faire un projet à 500 000 que d'en faire 2 à 250. Donc, on s'est dit, ce qui va se passer dans l'industrie, c'est qu'en fait, les acteurs vont se concentrer sur les dossiers de plus en plus gros et du coup, ils vont laisser derrière eux de plus en plus de miettes. Et c'est aussi bête que ça. Hein. C'est comme certains poissons qui suivent des requins ou les vautours. C'est un peu moins flatteur les vautours. Et nous, l'idée, c'est de dire, mais en fait, on a des acteurs qui sont aujourd'hui énormes, qui vont s'adapter à du marché, mais qui vont en fait laisser sur le côté de plus en plus d'acteurs et les laisser sur le côté sans solution. Et donc, nous, en fait, on s'est dit, on va répondre à ces acteurs-là. Et si ce qu'on anticipe se passe, on va avoir nous-mêmes un marché naturel qui va croître, en fait, proportionnellement à l'accroissement des gros acteurs. Et c'est ce qui se passe. Donc, là-dessus, on avait plutôt bien vu les choses. Et après aussi,
il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Il y a plein de gens qui disent « Ah, il y a déjà une boîte qui fait ça. Non, mais du coup, c'est trop tard. » C'est rare quand même les boîtes où il y a… Enfin, c'est rare les domaines, les business où il n'y a qu'une entreprise qui peut le faire. Premier point. Et les marchés, souvent, le marché est grand. On est en France, on est en Europe, on est dans le monde, il y a Internet. On est sur un marché, ou sauf sur un truc super spécifique où il y a 2 clients dans le monde. Mais encore une fois, c'est rare. Donc, ça. Et ensuite, même s'il y a une boîte qui le fait déjà, c'est quasiment sûr que si on étudie vraiment comment elle le fait, on peut trouver une façon de mieux le faire. Ou en tout cas, de le faire différemment. Et nous, c'était un peu l'idée. Par exemple, on s'est dit, mais c'est super, la plupart des entreprises permettent d'investir des 1 000 euros. Elles ont démocratisé l'investissement. C'est top. Nous, on va le faire des 1 euro. On va jouer le truc à fond. On prend le levier démocratisé. Il avait mis là. On s'est dit, on le met au plafond. Allez, 1 euro. Ils essayent d'être pédagogues avec les investisseurs pour leur expliquer les projets. On s'est dit, bah ok, super. Nous, on va être pédagogues, mais en plus, on va faire des blagues et de l'humour. Exemple tout bête, on a fait partie d'une newsletter, je crois, il y a 2 jours, un projet à l'île de Ré. On prend que l'opération de marchand de biens, on prend tous les aspects techniques, les travaux, le marché, l'urbanisme, tout ça. Dans la newsletter, le sous-titre, c'est Odile de Ré. Référence à La Cité de la Peur, qui est un des films favoris de mon associé et de moi-même, où on tire la plupart de nos références un peu bidons. Et ce côté, être super sérieux, c'est-à-dire que la fiche projet, il n'y a aucune connerie dedans, tout est bon, ça a été rechecké 10 fois, on donne une information complète, éclairée, machin. Et en plus, on met 2-3 petites conneries à la newsletter histoire de faire sourire la personne, parce que oui, on peut aussi faire de la finance sans être forcément rébarbatif. Ça, c'était notre ADN et c'est comme ça qu'on s'est construit. Donc, il ne faut pas chercher l'idée absolue. C'est pas parce qu'il y a déjà des concurrents qu'il n'y a plus de marché. Et au contraire, c'est d'ailleurs assez intéressant d'arriver dans des marchés un peu en tant que suiveur, parce que c'est compliqué d'être un premier acteur sur un marché. Tu fais face à plein de problématiques et de se positionner un petit peu en suiveur d'un point de vue stratégique. Ça peut être intéressant. On le voit avec Amazon Prime. Amazon Prime qui est en train petit à petit d'éclater Netflix, alors que c'est Netflix qui était arrivé en premier, quoi. Quand on dit ça, c'est important d'écouter 2 choses là-dessus. Le premier, c'est pas en copiant bêtement à l'identique quelque chose. Ce que j'appelle, c'est copier copier dans son moule. C'est-à-dire prendre, personnaliser et impacter avec ses mots. C'est vraiment important. Et le deuxième point, c'est, en fait, faut se lancer. C'est-à-dire que, parce que, alors, Thomas, ça a marché parce que c'est un génie, mais la plupart des gens, la première idée, c'est de la merde. Et la deuxième, mais c'est encore de la merde. Et la troisième, bon, bah, c'est sûrement de la merde. Et on s'en fout. Parce qu'en fait, ce qui est important à la fin, c'est pourquoi vous le faites. Pourquoi on fait la chose. Qu'est-ce qui fait la différence entre aujourd'hui et demain? Aujourd'hui, tu écoutes le podcast, tu regardes sur YouTube. Et demain, à 6 heures du matin, tu te lèves et tu mets dans une feuille tes compétences d'un côté, tes passions de l'autre. Et tu essaies de faire la matrice pour voir qu'est-ce qui peut converger vers une idée intéressante. Moi, quand je me suis lancé, un peu comme toi, tu t'es lancé, j'ai fait d'abord une vidéo comme ça sur YouTube, et ensuite je me suis pris au jeu. Et c'est la même chose. Je suis allé à la fin parce qu'il y avait plus de demandes dans l'immobilier, dans un milieu tous les jours, il y a un nouveau formateur en immobilier qui est rentier. Et moi, je disais, OK, ça, je ne suis pas aligné. Donc, je vais faire tout le contraire d'eux parce que je vais juste donner ma vérité. La vérité que l'immobilier, c'est magnifique, mais ce n'est pas simple. Et ce n'est pas en 2 mois qu'on devient rentier. Et c'est pourquoi tu veux faire de l'immobilier, parce que c'est que de l'immobilier dans une vie. Et ce n'est pas juste avoir 50 lots, 100 balles et steak. Le plus important, c'est de se servir de ça pour être heureux. Donc, j'ai fait un truc différenciant, ce qui m'a permis de me différencier sur le marché. Exactement comme vous le faites à notre niveau, sur la première brique. Et je crois à ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il y en a qui adorent parce que c'est vrai, il ne faut pas être un suiveur. L'océan. Le Red Ocean et le Blue Ocean. Ouais. Parce que sinon, c'est pourri. Mais en fait, c'est faux. C'est faux. Amazon, ce n'est pas les premiers. Facebook, ce n'est pas les premiers. Alors, il y en a un peut-être. Encore, tu vas peut-être me contredire, mais Elon Musk, par exemple, sur quelques projets, mais un Elon Musk, il n'y en a pas 10, quoi. Non. Et la preuve, il y a un tellement pas 10 on parle tout le temps de lui, c'est l'homme le plus riche du monde et machin. Parce que c'est le seul qui dit je vais niquer le système de la voiture électrique en commençant par des prix très hauts, mais vous inquiétez pas, je vais m'adresser un jour à tout le monde. Bon, et justement, je pense moi j'aime beaucoup Elon Musk. Alors, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais j'aime bien ce côté fantasme parce que je trouve qu'on est dans un monde qui devient de plus en plus policé, un peu insipide, donc j'aime bien les mecs comme ça. Mais quand on regarde sur YouTube, sur Facebook, le nombre de vidéos les petites vidéos sur YouTube, je sais pas comment ça s'appelle, les réels ou je sais pas quoi, qui font des citations de Musk, qui mettent en avant en mode inspiration, machin. Je pense que c'est une connerie parce qu'il ne faut pas forcément chercher à s'inspirer à fond, d'avoir que ces mecs-là comme modèle. C'est un peu comme dire à un petit qui aime bien jouer au foot ou qui a envie de jouer au foot, prends le modèle, le plus grand joueur professionnel actuel.
Pas forcément, parce que si ça se trouve, il ne veut pas être professionnel, si ça se trouve, il ne peut pas être professionnel, ou s'il est professionnel, peut-être qu'il jouera en troisième division toute sa vie, il sera quand même professionnel, et il gagnera quand même de l'argent, et il vivra de sa passion. Et du coup, sur les entrepreneurs, c'est tentant de prendre toujours voilà, les top 3 success entrepreneurs aux US, machin, un truc, mais ce n'est pas forcément eux qui… Enfin, il faut le faire aussi à sa sauce. Et au niveau des inspirations, c'est un peu comme une entreprise. Il faut le faire à son image. Ça, c'est du marketing, Thomas. Le souci, c'est la pub avec les abdos. Ouais. Je pense toujours cet exemple parce que même moi, je lâche un peu des fois sur le marketing au niveau de mes pubs sur YouTube, tu vois, avec les gars qui me font mes pubs. Parce que, en fait, tu es obligé. J'ai des concurrents qui mettent la barre tellement haut dans la connerie que même si tu dis 10% de conneries, bon, ben, en fait, si tu montes un gars avec un gros bide, non, tu dois montrer un mec avec les abdos et dire qu'en 7 jours, tu délivres les abdos. Et après, dans le programme, tu lui apprends à le faire avec un peu plus d'effort. Malheureusement, la transformation, elle est assez difficile à faire dans le marketing parce que tout le monde, la barre de la connerie est tellement haute. Tu as une inflation au discours. Mais après, moi, il y a une doctrine que j'aime bien, une doctrine japonaise, je découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle l'ikigai. Ouais. Et l'ikigai, c'est le mix entre la passion, la mission, la vocation et la profession. Et en fait, ce que les Japonais disent, c'est que le jour où tu as trouvé ton ikigai, qui est à la croisée de tout ça, en fait, c'est l'accomplissement de ta vie. Et par contre, c'est ça qui est intéressant, ils disent que c'est une malédiction si tu nais avec ton ikigai ou si tu l'obtiens trop tôt. Voilà. Et effectivement, je trouve ça assez cool de dire que pas toute ta vie, tu vas courir derrière un truc, mais que toute ta vie, tu vas essayer d'atteindre un modèle, un peu tourner autour, des fois un peu plus dans le vrai, des fois un peu plus dans le faux, mais qu'en fait, tu n'auras jamais fini. Et c'est ça, je trouve bien aussi avec l'entrepreneuriat, c'est le côté, tu n'as jamais fini. Moi, je ne suis jamais content. Moi, le moment de la semaine que je déteste le plus, c'est le vendredi à 19h ou 20h. Je déteste ce créneau horaire, je le hais. Parce qu'en gros, c'est le créneau où je sais qu'il faut que je coupe l'ordinateur. Parce que je n'ai jamais fini. Et en fait, ça, c'est… alors, avec encore une fois, toujours le penchant négatif. Mais on en discutait avec mon associé, et lui qui est jeune papa, d'une petite fille et tout ça. Et il disait, je suis tiraillé parce que j'adore rentrer chez moi, retrouver ma femme et ma fille. Vraiment, c'est un pur bonheur. Mais ça veut dire que je dois fermer l'ordinateur et quitter le bureau et arrêter de bosser sur un truc qui me passionne. Et c'est ce côté un peu… voilà. Donc, il faut réussir à conjuguer les deux. C'est très dur parce que, et ça, c'est l'inconvénient, ça va faire rire les gens parce que c'est l'inconvénient d'être entrepreneur, c'est que moi, je pourrais travailler à me tuer la santé, en fait. Si j'avais pas de femme, d'enfant, honnêtement, je pourrais avoir des discussions avec toi pendant 10 heures par jour. J'ai des discussions, des masterminds avec des potes, en fait. C'est tellement, si tu me lances sur un sujet d'entrepreneuriat ou d'investissement, je pense que je peux faire 22 heures sur 24, je peux pas dormir de la nuit, quoi. Et c'est vrai qu'à côté de ça, le souci, c'est qu'il y a aussi une vie perso à équilibrer et c'est sûrement plus compliqué que quand tu attends le vendredi avec impatience dans ton boulot. Maintenant, je te souhaite, pour celui qui nous entend, arriver à ça parce que, en fait, c'est aussi ça qui est beau, c'est à arriver dans… De toute façon, vous aurez toujours des challenges. Mais avoir ce challenge parce que la passion du perso et la passion du pro, tes deux vies sont au final assez passionnantes. C'est plutôt un kiff. Maintenant, ne pas avoir l'impression de travailler quand tu travailles, ça paraît magnifique, mais c'est aussi piégeux. Hein. Ouais. Ah ouais, moi, j'ai pas là, on travaille sur le principe parce que c'est un podcast, il va falloir le monter. J'ai une équipe qui va le monter. En fait, je prends mon pied, quoi. Ouais, c'est pour ça, typiquement, c'est un grand débat après avec ma compagne, mais les vacances. Moi, j'aime pas les vacances. Moi, ce que j'aime, par contre, c'est, je l'ai fait il y a pas longtemps, c'est bosser, ouvrir l'ordinateur et aller regarder les mails, faire 2-3 trucs au bord de la piscine. Ça, pour moi, c'est le paradis, avec un beau soleil ou sur la plage. Mais moi, je vais à la plage avec mon ordinateur. Alors, je sais que c'est un côté insupportable, mais parce que j'adore ce que je fais. Et du coup, me dire, pendant 15 jours, tu te connectes pas, en fait, c'est même, c'est que moi, ça me rend malheureux, en fait. J'en ai pas besoin. Et en plus, je sais que ça va pas m'aller. Mais par contre, voilà, travailler un peu, télétravail, tu pars à l'étranger, et puis voilà, le soir à 17h, tu coupes, et tu te fais un week-end de 3 jours. Enfin, tu arrives à faire un truc. Ça, c'est les vacances que j'aime bien. Quoi. Mais c'est mes vacances à moi. Quoi. Moi, j'ai un souci là-dessus, c'est que en fait, ça m'ennuie intellectuellement. En fait. Ouais. C'est juste qu'à un moment, ça me fatigue de ne pas faire travailler mon cerveau. En fait. Enfin, en vacances, tu le fais travailler différemment, mais en tout cas, je suis en manque quand je rentre après les vacances, avec les gamins et tout, après les vacances scolaires, souvent et tout. Quand on rentre, je suis comme un camé qui a pas eu sa dose, quoi.
C'est-à-dire que j'ai besoin de… Et là, on a un souci, nous, Thomas, là-dessus, et on se rejoint, c'est qu'on habite maintenant dans le sud de la France, avec piscine, 10 minutes de la plage, et ma femme me dit, on va partir en vacances début juillet. Je dis, pourquoi faire? En fait, elle a trop, elle me dit, ouais, mais je sais que si on part, tu vas plus te couper qu'à la maison. Ouais, ouais, c'est ça. Mais après, ça fait partie voilà, du côté passionnel, mais c'est un beau problème, je trouve. C'est ce que je dis. Quand on arrive à te poser ce genre de problème, c'est des beaux problèmes. J'ai une question parce qu'on on nous regarde de tout âge et on a une responsabilité sur les plus jeunes qui nous regardent parce que, alors on a essayé de pas vous faire fantasmer sur le truc, de vous montrer que c'est beau, que honnêtement c'est un grand kiff, mais que faut pas juste le fantasmer. Est-ce que tu dirais que tes études t'ont servi? Première question. Ouais, non, indéniablement. J'aurais jamais fait ce que j'ai fait sans les études que j'ai faites. Avec le recul, j'aurais peut-être fait des études un petit peu différentes, par contre. Mais aujourd'hui, le côté vraiment autodidacte, se lancer sans études et autres. Alors, encore une fois, ça dépend des domaines. J'ai discuté avec un mec qui a monté une boîte dans la peinture. Il a arrêté les études à 16 ans, apprenti peintre avec son oncle, machin. Aujourd'hui, il a 25 salariés, ça cartonne, il fait beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà, très bien. Et ça, c'est des domaines différents. Mais selon le domaine dans lequel tu veux entreprendre, ouais, il faut des études. Et un exemple tout con, si je n'avais pas fait des études de droit, on aurait dû payer des avocats pour rédiger les statuts, rédiger tous les contrats. Et on n'avait pas d'argent pour payer. Donc, mais c'est un exemple bête, mais du coup, on peut faire aussi un peu plus de choses soi-même. Les études, c'est un super socle. Après, comme tout socle, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Les études, que les études, bah, ça marche pas. Et malheureusement, c'est un peu le modèle, c'est un peu la critique que j'ai envers le modèle français. J'ai ma mère qui est principale de collège, donc en zone d'éducation prioritaire plus, je suis assez bien fait là-dessus. Puis moi, du coup, comme j'étais dans les établissements où elle était, j'étais dans un établissement assez pourri toute mon éducation. Donc, j'ai pas fait des grands collèges, des grands lycées ou quoi que ce soit. Mais ma critique, ça a toujours été le manque de concret. Et j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'au collège et au lycée, on avait affaire qu'à des profs qui étaient de l'éducation nationale et en fait qu'on n'avait pas de temps en temps des intervenants extérieurs qui nous parlaient de leur métier, de leurs problématiques, de leurs enjeux pratiques. Et en fait, ce qui manquait, enfin, moi, ce que je trouve qui manque, c'est cette combinaison des deux. Et c'est pour ça que les stages, les apprentissages ou autres, c'est des super expériences, il faut les vivre à fond. Parce que c'est ce qui vient faire le lien entre la théorie qu'on apprend à l'école et la pratique. Donc oui, les études, c'est ultra important. Maintenant, est-ce que je considère que notre entreprise a réussi parce qu'on a fait des grandes études? Non. Est-ce que ça aurait été compliqué de réussir sans faire ces études? Oui. Yes, merci pour ta réponse et ta franchise. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de lâcher ses études pour se consacrer à 100% au lancement de sa société? Première question, est-ce que le lancement de la société, il nécessite vraiment de lâcher ses études? Traduction, combien d'heures par semaine tu passes à regarder Netflix? Combien d'heures par semaine tu passes à draguer sur Instagram ou sur des applications de rencontres, etc., etc. Et en gros, commence à prendre tout ça, à les mettre à zéro. Regarde le temps que ça te fait. Et est-ce qu'après ça, tu as toujours besoin d'arrêter tes études? Je considère avoir lancé une boîte en parallèle d'un domaine d'activité qui me faisait travailler énormément. Et en fait, c'est possible. Par contre, oui, c'est du sacrifice et c'est vraiment mettre sa vie entre parenthèses. Mais ça forge aussi un caractère. Donc, arrêter ses études, sauf si c'est vraiment une super opportunité. C'est-à-dire, là, il y a un coup à faire, il faut se mettre à 110% maintenant. Par exemple, le marché, si on prend le marché des cryptos ou des NFT, où des fois, il y a un truc à faire, mais il faut le faire maintenant. Et si c'est dans 2 mois, c'est trop tard. Là, c'est différent. Mais d'une façon générale, j'ai tendance à dire non, il faut prendre l'option la plus dure qui est de dire je vais mener de front plusieurs batailles parce qu'en fait, on en est capable. Et on est capable d'arrêter de sortir le samedi soir, on est capable d'arrêter de jouer à la play pour bosser. Donc oui, c'est pas fun. C'est pas fun de se remettre à bosser le soir après avoir mangé ou autre, ou c'est pas fun dès qu'on sort de son stage ou de son alternance ou de ses cours d'ouvrir l'ordinateur et de bosser pour sa boîte. Mais c'est possible. Donc, voilà, moi, ce n'est pas un conseil que je donnerais. Excellent. Alors oui, ça peut être un peu dur comme réponse, mais on a à l'opposé. Tu vas peut-être bosser un petit peu plus sur cette période-là, peut-être être insatisfait sur une partie autre de ta vie, du coup, on revient au déséquilibre, mais à côté, peut-être que tu vas sinon être insatisfait pendant 42 ans et demi ou 43 ans, je sais pas, je sais même plus, non, combien c'est. En tout cas, c'est ça, c'est qu'il y a un déséquilibre. Soit tu l'as pendant 43 ans, plus, soit tu l'as pendant une période de lancement de fusée. Ça ne sera pas toute ta vie. Aujourd'hui, Thomas, malgré tout, il bosse. Il peut en tout cas
La difficulté, on en a parlé, c'est est-ce qu'il veut ou pas, mais il peut moins bosser qu'il y a 3 ans, je suppose. En tout cas, voilà, si je compare. Après, le souci, c'est juste que du coup, on a d'autres opportunités, d'autres connaissances, d'autres partenariats et on crée d'autres projets. C'est un cercle un peu vicieux, mais en soi, techniquement parlant, on peut se rééquilibrer de temps en temps. Excellent. Du coup, tu rejoins à ce que je pense. Hein. Après, c'est voilà, lâche pas tes études, tu sais pas de quoi demain sera fait. Tu sais pas. Enfin. En plus, au-delà de ça, je pense que ce qu'il faut voir dans le côté aussi un peu, c'est plus dur. C'est le côté que c'est encore plus gratifiant. Alors, je dis pas que je suis pas partisan de dire faut courir un marathon, il faut le faire pieds nus ou il faut le faire en crocs. Il y en a un qui a couru un marathon en crocs. Parce que déjà, courir un marathon, c'est balèze. Mais dire que tu lances ta boîte et qu'en plus tu le fais en parallèle de tes études, bien sûr, tu rajoutes un niveau de difficulté, mais du coup, tu rajoutes encore un niveau d'accomplissement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps, l'esprit, c'est une machine à entraîner. Et plus tu vas repousser les limites, plus tu vas aussi pouvoir débloquer un peu comme dans un jeu vidéo, débloquer des items. Mais sauf que si jamais t'as jamais débloqué ces limites, enfin dépassé ces limites, je sais même pas que tu en es capable. Et du coup, des fois, avoir des moments un peu durs, des moments où clairement on se remet en question. Enfin, moi, j'ai pas mal d'ego, donc je me remets pas souvent en question, soyons sincères. Mais ça m'est arrivé dans le cadre du lancement de ma boîte quand même, de me dire à des moments à 3 heures du matin, éclaté en sachant que je devais me lever à 8 heures pour être au cabinet à 9 heures, me dire mais pourquoi tu fais ça quoi? Mais t'es vraiment, en fait, tu penses avoir compris, mais en fait, t'as rien compris. T'es le plus con de tous. Pourquoi tu fais ça? Et ça arrive souvent. Enfin, vraiment, passer des nocturnes. J'ai fait des nocturnes pour ma boîte. J'ai fait des nocturnes quand j'étais en stage. J'en ai fait beaucoup plus pour ma boîte, mais des nocturnes sur nocturnes sur nocturnes. Et en fait, il y a toujours un moment où tu te dis pourquoi tu fais ça. Et ce qui est assez rigolo, c'est que généralement, quand j'arrive à la fin de ces nocturnes, vers 3, 4, 5 heures du matin, j'ouvre un onglet sur Internet et généralement, je vais sur les sites de bagnoles, je me configure des bagnoles ou je vais sur les sites de montres. C'est deux choses que j'aime beaucoup et manque de peau, c'est deux choses qui coûtent un petit peu d'argent. Et je me fais un peu rêver. Et en fait, là où je me fais rêver, c'est que je configure des trucs voilà, avec des prix un peu élevés. Et puis à la fin, comme tu disais tout à l'heure, c'est que sur le matérialisme, c'est qu'en fait, tu arrives et tu te dis, mais je pourrais me l'acheter. Là, je pourrais cliquer sur commander. En fait, non, parce que je ne le fais pas pour ça. Bam, tu fermes l'ordinateur, tu vas te coucher et demain matin, tu as le réveil qui sonne. Et ça, c'est mon petit rituel, c'est un petit rituel à moi. Le soir, j'ai vraiment de finir sur des sites et des machins pour me dire, en gros, pourquoi tu viens de griller une nuit de ta vie alors que tu aurais pu dormir, ton lit est confortable et tout ça. Et en fait, je me fais ça et à la fin, à chaque fois, je dis, non, mais enfin, pourquoi j'achèterais ça quoi? Ça m'apporterait quoi? Ça m'apporterait rien. Allez, bim, je ferme l'ordinateur et à demain. C'est marrant ce que tu dis. Alors, bon, moi, j'ai pas ce truc montre et voiture. Mais des fois, je vais sur Amazon, j'ouvre Amazon et je dis, allez, je vais me faire un plaisir. Je vais m'acheter un truc parce que merde, on travaille, on va s'acheter un truc. Et là, je referme la porte, la fenêtre en fait, du truc parce que j'ai envie de. Enfin, c'est pas que j'ai envie de rien, c'est que ce que je disais la semaine dernière, on prend du JB. Quoi. Là, j'attends avec impatience une commande de 2 Kim. C'est le truc qui va me rendre le plus heureux au monde, c'est juste d'avoir mes 2 kimonos pour m'entraîner. Quoi. Et après, des fois, de temps en temps, là, parce que j'ai envie de me faire plaisir, tu sais, c'est gratifiant de se faire aussi plaisir de voir le. Et après, je vais sur Amazon. Alors, c'est pas pour faire une pub à Amazon, mais c'est juste que c'est le plus simple aujourd'hui, on va pas se mentir. Et du coup, tiens, ordinateur, machin. En fait, non. En fait, c'est vrai que tu pars du côté matérialiste. Mais c'est vrai que je fais ce travail, je vais dessus, parce qu'au final, tu peux t'acheter pas mal de choses. Et je le fais pas. Il n'y a pas longtemps, j'étais en week-end étranger avec ma copine. Et ouais, alors moi, j'achète. Franchement, je ne suis pas un gros dépensier parce que je m'en fous. Enfin, au niveau des fringues, des machins. Mais je sais pas, ce jour-là, j'avais envie d'acheter 2-3 trucs. Et en fait, ouais, je regardais des choses, ouais, des choses un peu sympas. Et non, pas envie. Et à la fin de la journée, en fait, j'ai fini la journée, j'étais super heureux parce que le seul truc que j'ai acheté dans la journée, c'est des boîtes de Lego Star Wars. Hein, et en gros, j'ai avec ma copine qui regardait en mode, mais t'es sérieux, mais alors, déjà, pourquoi t'achètes ça? Et ensuite, achète, si tu veux, voilà, fais-toi plaisir, achète-toi autre chose. Tu peux, enfin, c'est l'argent que t'as pas volé. Bah, non, parce qu'en fait, le reste, c'était assez matérialiste. Et le côté Lego Star Wars, en gros, il y avait aussi s'acheter un kiff qui était se dire, je m'achète le fait que je sais qu'à un moment, je vais devoir prendre du temps, factuellement, pour monter ces Lego. Il y en a un qui fait 1000 pièces, machin. Je vais prendre du temps qui rapporte rien, que ce soit financièrement ou autre. Hein. Enfin, tu sors de là, généralement, c'est pas comme après avoir écouté des podcasts ou autre, enfin, tu ne sors pas plus intelligent, tu ne sors pas plus riche, mais en fait, tu t'achètes le droit de
de passer du temps, tout simplement. Et moi, aujourd'hui, mon rêve absolu, mais vraiment, mon rêve absolu, c'est m'acheter une PlayStation. Et je ne le fais pas. Je ne le fais pas, tout simplement parce que c'est mon rêve absolu. Et comme tout rêve absolu, je pense que si tu le concrétises, il y a un côté, maintenant, on fait quoi? Et c'est m'acheter une PlayStation. Et pareil, ce n'est pas une question d'argent. C'est juste une question pour moi, acheter une PlayStation et jouer à la PlayStation, c'est l'expression du luxe ultime qui est de dire, je passe du temps, en fait, à faire rien. Enfin, je prends du temps à perdre du temps. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne peux pas me permettre. Donc pour moi, ça, c'est mon luxe à moi. Mon luxe à moi, c'est jouer à la PlayStation. C'est juste, tu gagnes pas d'argent, mais tu gagnes du bonheur, en fait. C'est ça? Ouais. Tu t'épanouis personnellement. C'est vrai qu'on a toujours ce truc, alors c'est dur au début, mais alors j'avoue que les enfants sont une source pour ça, parce que ça m'arrive du coup de jouer à la PlayStation avec mon fils, une partie de foot, de tennis. Et des fois, la dernière fois, j'entends, tu vois, j'étais au bureau, j'étais concentré dans mon truc, et je l'entends dans la piscine jouer et tout ça. Et alors moi, j'ai fait, c'est bon. Je suis allé avec eux parce qu'en fait, ces demi-heures-là, j'avais des trucs à faire. Mais je pourrais jamais la racheter. Et quand tu vas avoir 18 ans et que tu dis, ah, papa, je ne joue pas avec toi. Et c'est vrai qu'il faut s'accrocher à des petits trucs pour Et un des pièges, quand tu disais ces demi-heures-là, tu ne pourras jamais les racheter. En fait, je vais aller plus loin. C'est encore pire, c'est que ces demi-heures-là, tu les auras toujours. C'est-à-dire que moi, j'ai mis du temps à accepter le fait qu'à la fin de la journée, je n'aurai jamais fini ce que je devais faire. Qu'à la fin de la semaine, j'aurai jamais fini ce que je vais faire. J'ai une to-do list. Mon challenge, c'est de faire en sorte qu'elle soit la plus faible possible en permanence. Mais donc une semaine sur deux, je suis à Bruxelles, une semaine sur deux, je suis à Lyon. Quand je suis à Lyon, je suis tout seul. Donc, je travaille vraiment comme un acharné. Je repars de la fin de la semaine à Lyon, je suis éclaté, mais littéralement. Et pourtant, ma to-do list, elle est pleine. Elle est pleine parce qu'il y a toujours des trucs. Et au début, on se dit, mais faut faire les choses, faire les choses. Et après, il faut accepter le fait de dire, de toute façon, il y aura toujours des trucs à faire. Il faut prioriser, il faut faire ce qui est important. Il faut essayer, en grandissant, d'identifier les choses qui sont des pertes de temps, des choses qui sont des opportunités. Mais il y aura toujours des choses à faire. Et en fait, c'est aussi ça, le fait de dire, voilà, comme tu dis, ça va dire, je vais passer le temps avec mes enfants. Oui, j'avais des choses à faire, mais en fait, j'aurais toujours des choses à faire. Donc, si jamais je fais toujours ces choses, je passerai jamais du temps à côté à me faire plaisir. Alors, peut-être qu'on dévie un petit peu. Peut-être si tu nous entends et mais c'est une vérité que je te souhaite et que tu vas avoir. C'est-à-dire que si tu es passionné par ce que tu fais, eh ben, tu vas avoir ça. Et du coup, c'est intéressant de voir que même là, mais il va falloir rééquilibrer. Tu vas juste, en fait, ce que j'expliquais à des gens ce week-end, quand tu rentres dans le milieu startup, business en ligne. Alors moi, je suis en train de créer une startup, je lance une startup à côté. Et en fait, quand tu rentres dans ce monde-là, ton cerveau, il est à l'envers, j'ai envie de dire, du cerveau classique. Tu marches sur la tête, en fait, parce que tu as juste une vision qui est différente parce que tu travailles d'une façon, tu kiffes ce que tu mets en place. Je fais des réunions avec mon frère sur un truc. On s'appelle après, on est tout excité, quoi, parce qu'il y a une évolution supplémentaire qui s'est mise en place. On est vanné de la réunion, mais en fait, on a le smile jusqu'aux oreilles, quoi. Alors qu'on a juste mis un truc en place, un truc supplémentaire. Mais on est en train de, en fait, tu montes dans des bateaux qui sont différents. Et le seul truc là-dessus, c'est juste, on va faire un disclaimer parce que j'ai beaucoup entendu, il faut brûler le bateau et compagnie. Si tu es salarié, mon ami, et que tu nous écoutes, je vais donner mon point de vue, brûle pas le bateau. Si tu as une famille, si tu t'associes, fais pas une connerie, claque pas une lettre de démission et va-t'en. Tu l'entends des youtubeurs qui n'avaient rien. J'en ai un qui me vient en tête. Ouais, ça fait sexy sur un plateau de séminaire de dire ça. Mais dans la vraie vie, si tu as une famille, si tu as des charges, si tu as un crédit, il ne faut surtout pas brûler le bateau. En France, tu as des moyens de faire ça intelligemment. On t'aide à le faire et fais les choses intelligemment. Et c'est pas parce que brûler le bateau du style, tu sais, il y en a qui disent dans la philosophie, ouais, mais du coup, j'aurais pas le choix. Non, tu auras toujours le choix. Si tu as habitué ton cerveau à faire Netflix tous les soirs, le choix, il est juste d'arrêter ton… Alors, c'est pas grave. Moi, je regarde des séries sur Netflix. On n'est pas en train de faire… il faut pas être binaire. Hein. C'est pas… à un moment, quand j'ai commencé, j'étais binaire. C'est-à-dire, je faisais que lire des livres de non-fiction. Je regardais plus la télé. Je parlais que de ça. Tu as toujours une période où tu vas le faire. Tu as une période où tu as envie de convertir tout le monde et tu es tellement à fond que tu deviens insupportable. J'ai passé ça. Jusqu'au jour, généralement, où tu as un proche qui te prend entre quatre mains en disant que tu es en train de devenir un espèce de connard intéressant à souhait. Ma femme m'a dit que tu deviens insupportable. Voilà, c'est ça. Donc, et en fait, je ne m'en rendais pas compte. C'est juste que j'étais… Après, moi, je l'ai fait un peu plus tard et du coup, j'avais l'impression que j'avais tellement à rattraper qu'en fait,
où je lisais, où j'écoutais un podcast, où je me formais, quoi. Mais en fait, c'est très juste ce que tu dis parce que faut le faire chacun à sa manière. Et pour la petite histoire, moi, quand je me suis lancé, j'avais rien à perdre. C'est-à-dire que au pire, si mon truc ne marchait pas, j'avais pas de crédit, j'avais pas d'enfant. Si mon truc ne marchait pas, je reprenais un CV, j'en mettais un costume, je tapais à 3 portes et j'avais un job. C'était littéralement ça. Donc, j'avais rien à perdre. Et en fait, c'est faux. Moi, il y en a qui me disent, ah, du coup, tu t'es lancé sans parachute. C'est pas vrai. J'ai des parachutes. C'est sur des bouts de papier, c'est des diplômes. Voilà, c'était pas non plus soit ça passe, soit ça casse. Et ben, mon associé, qui lui était marié, et ben, il a attendu de pouvoir acheter son appartement. Pour la petite histoire, il a rejoint la boîte à 100%. Il a quitté son job de salarié, il a rejoint la boîte à 100%. Aussi quand sa fille est née, mais après avoir acheté son appartement. Mais pareil, c'était pas la même considération. Il avait aussi une famille sécurisée. Et en fait, c'est ça aussi qui est un peu dangereux des fois quand on va idolâtrer certains entrepreneurs ou autres et leur vie. Enfin, chacun a sa vie. Et oui, il y en a qui vont dire, moi, je suis allé sans rien, machin, machin. Mais en fait, il y en a d'autres, c'est une connerie. Et tu le dis très justement, aujourd'hui en France, il y a plein de dispositifs quand même qui permettent de bénéficier. On a su en bénéficier notamment d'un dispositif qui s'appelle l'ACRE, qui permet de toucher ton chômage tout en créant ton entreprise, qui est, enfin, quand on critique la France, on trouve plein de choses. Mais, et moi, en plus, là, depuis que j'habite un peu à l'étranger, tu te rends compte quand même qu'en France, il y a plein de super choses. Et ça, c'en est un. Aujourd'hui, en France, il y a des vrais dispositifs pour aider à monter des entreprises, mais qui sont des choses, mais que le monde entier nous envie. Mais donc oui, le rêve américain, il a créé son truc à partir de 10 dollars. Bien sûr. En attendant, le rêve américain, le revers de la facette, c'est des inégalités sociales parmi les plus creusées dans le monde. C'est un taux de pauvreté qui est hyper élevé par rapport au niveau de développement du pays, enfin, d'ailleurs, qui a le ratio le plus élevé. Alors, encore une fois, ouais. Alors, par contre, oui, c'est un pays où il y a des gens qui ont créé des empires en ayant 10 dollars. Ok, mais combien ont fini dans la rue ou autre Yes. Et toujours, moi je reviens là-dessus parce que toujours le why, quoi. Pourquoi tu fais les choses. Au début, quand je lisais pas mal de livres, donc j'ai mon frère qui se nomme avocat poète, donc lui, il est un peu en mode Tao, c'est-à-dire pour un avocat c'est un peu particulier, mais en tout cas voilà, sa vie, son confort de vie, son bonheur de vie est plus important que tout le reste. Du coup, quand je lui parlais par exemple de Warren Buffett, il me disait mais ce gars, alors qu'il est idolâtré par tous les youtubeurs. Ce gars, c'est un gros crevard, quoi. En fait, parce qu'en fait, mon frère, il voit ça, et en fait, pas par. Alors c'est un génie en investissement, mais mon frère, il voit ça par l'œil de son bonheur de vie. En fait, le mec, il a tout calculé à l'euro près pour ses investissements au détriment d'un bonheur de vie. Alors, tu peux être le plus riche du monde, si t'as une vie de merde. Ouais, pareil. Warren Buffett, le mec, tu te dis, mais papy, à ton âge, profite avec ta femme, tes petits-enfants et arrête de bosser. Et c'était le premier truc de mon frère, quoi. C'était non, mais lui, il a une vie de. Regarde pas ce qu'il fait, Damien. Il a une vie de merde, quoi. Et c'est rigolo. Parce que moi, qui suis assez cartésien, j'aurais plutôt regardé tout de suite les chiffres qu'il a fait. Il a complètement business. Mais en fait, la vie, c'est un équilibre. Alors après, si tu veux faire que bosser, tu peux faire que bosser. Mais qu'est-ce qui te rend heureux? Voilà. Qu'est-ce qui, au final, te fait ton épanouissement global Et ça, juste, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est important de le dire. Encore une fois, sur YouTube, sur machin, on voit plein de choses. Les mecs, entrepreneurs, j'ai acheté un appartement à Dubaï et autres. Alors, il faut virer tout ce qui est vrai et tout ce qui est faux déjà. Et ensuite, même si c'est vrai, et félicitations, faut toujours se demander à quel prix. Et par exemple, aujourd'hui, moi, je sais que jamais de ma vie, je laisserai une seule personne me faire une réflexion sur de l'argent. Parce qu'à quel prix? Mais au prix de sacrifice, au prix de tout ça. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est toujours de mettre en perspective par rapport à ce qu'on voit. Alors, il y a des gens qui héritent, il y a des gens qui gagnent l'auto, on les met de côté. Mais généralement, il y a toujours des parts de chance. Mais la chance, ça se force un peu aussi. Hein. Mais il y a du travail, il y a beaucoup de travail. Et ce beaucoup de travail, comme tu disais tout à l'heure sur les coachs sportifs, c'est le coup du mec qui te dit tu veux les abdos que moi, achète ma formation et je fais dans une semaine. Et non, parce qu'en fait, ça fait 5 ans que le mec il s'est formé, il est hyper bon en diète, ça fait 5 ans qu'il mange super bien, ça fait 5 ans qu'il s'entraîne, qu'il fait pas de cheat meal, qu'il fait pas machin. Mais ça, il ne le montre pas. Et c'est clair, c'est toujours simple de dire ouais, moi j'ai monté une boîte qui cartonne et en fait, j'ai tous mes mercredis après-midi et puis moi à 17h, je réponds plus aux mails. Alors, soit ça arrive, effectivement, c'est le cas à un certain moment, après un certain développement, mais encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé avant? Soit sinon, c'est que c'est pas complètement vrai. Et aujourd'hui, on a eu dernièrement pas mal d'entrepreneurs, justement, une vague
qui essaie de mettre en avant le côté de dire ouais, tu peux réussir tout en ayant un super équilibre vie pro, vie perso, machin. Oui, c'est un objectif, mais moi, je considère qu'il y a un moment ou un autre, plus ou moins long, selon ton business, selon ce que tu veux, où tu vas, mais enfin, tu vas en chier, je suis désolé d'être vulgaire, mais ça va être dur. Ça va être dur physiquement, psychologiquement, et c'est pas évident. Et pour certains, c'est plus dur que d'autres, mais en fait, se lancer, ça fait rêver, mais il faut être prêt aussi à payer les prix. Alors, pour contrebalancer ce que tu dis, si tu es salarié dans un boulot que tu n'aimes pas, tu vas moins en chier. Complètement. Parce que tu vas prendre un plaisir à le faire. Par contre, tu seras vanné à la fin de la journée. Après, par contre, il y a un autre intérêt, c'est pour ça que j'arrive à être bronzé, c'est que tu veux faire ta sieste au soleil, tu fais ta sieste au soleil. Par contre, après, tu rebosses. Et puis le soir, tu rebosses des fois, si tu dois rebosser. Tu sais là où tu dois aller. Mais juste, pour avoir fait 14 ans en banque, j'étais plus stressé. Je bosse plus, il n'y a pas de problème avec ça. Plus à la fin, je ne bossais pas beaucoup. J'espère qu'il n'y en a pas qui m'entendent, mais de toute façon, ils le voyaient bien. Mais en tout cas, le stress de la pression hiérarchique, des réunions, tu ne sais pas pourquoi il y a la réunion, des gens qui te prennent de haut. Et pourtant, je faisais un boulot qui était censé être un peu dans le top, style 4 supérieur, tu vois, les trucs. Mais en fait, quand tu vas faire pour toi, j'ai envie de dire, ça va être une bonne fatigue. Complètement. Mais tu auras des hauts, tu auras des bas. Si tu es marié, ça sera des discussions à avoir. Il faut être sur la même. C'est comme pour l'investissement immobilier. Le dernier séminaire, je suis monté avec ma femme, on a fait comment investir en couple sans le ruiner. J'ai fait ça parce que j'ai reçu beaucoup de questions. On a reçu beaucoup de questions sur le couple et tout. Et ouais, mais je veux convaincre ma femme. Mais non, mais convainc personne. Montre-lui le truc, discute, mais arrête de convaincre. Sinon, c'est pour ça qu'on a un divorce sur 2 en Île-de-France. Parce qu'on a des vies tellement… Il y a un divorce sur 2 en Île-de-France alors que c'est une majorité de salariés. Donc, ça ne peut pas être pire quand tu vas entreprendre. Je vais te dire. Et le seul truc quand tu vas entreprendre, c'est que potentiellement, tu vas pouvoir partir de Paris. Donc, en partant de Paris, tu vas techniquement diluer ton risque de divorcer. Et je le vois en étant arrivé dans le Sud il y a maintenant quelques mois. En fait, c'est pas que les gens sont des glandeurs, loin de là. Mais il y a quand tu es off, tu es off. Donc, tu peux plus te ressourcer. Tu as tes temps de trajet qui sont plus courts et du coup, quand tu te ressources plus vite, une cocotte minute, si tu la calmes pas de temps en temps, à un moment, il va y avoir un souci. Et là, c'est la même chose. Ton cerveau, il va péter, tu vas t'engueuler avec les gamins, avec ta femme et il y a tout qui va exploser. Par contre, et Thomas, tu l'as bien dit, et au moins, on vous dit la vérité. C'est une belle aventure de se lancer, mais voilà, vous allez avoir des temps de travail assez longs. Des fois, avec mon frère, on veut se faire un point le lundi, le vendredi, on s'envoie un WhatsApp. Si on ne cale pas dans l'agenda, et en fait, on a zappé, enfin pas on a zappé, mais en fait, on a eu d'autres priorités, alors que c'est une priorité de faire un point ensemble. Ça faisait des semaines, je pense, qu'on se disait avec Thomas qu'il fallait qu'on s'appelle pour parler de nos business. Ça fait partie du truc, mais en tout cas, c'est un beau bateau dans lequel vous allez monter. Complètement. Et pour le coup, effectivement, comme moi, je suis assez partisan de dire, quand tu prends une chose, que tu analyses, que tu regardes, tu penses à quelque chose, il faut toujours penser au positif ou au négatif. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est clairement la balance, elle est clairement le positif. Mais ouais, comme dans toute chose, il y a un prix à payer. Mais en face de ça, si effectivement, dans le côté de la balance, c'est je vais être salarié dans un job où je trouve pas de sens, où je m'épanouis pas. Il y a des jobs salariés qui sont super, je crache pas du tout sur le salariat, ma copine est salariée, j'ai aucun souci là-dessus, et bien au contraire. Mais il y a des gens, et c'est un fait, qui sont malheureux dans leur job et qui vont l'être pendant très longtemps. Tu l'es tout à l'heure, là, par rapport à l'âge de la retraite, c'est pas parti pour s'arranger. Et ça, je considère que c'est un des plus grands mal du siècle, presque, c'est le malheur au travail. Toute ta journée, tu fais un truc qui n'est pas épanouissant, sauf certaines personnes qui arrivent à couper et qui, quand elles sont chez elles, c'est l'éclate. Mais généralement, quand toute ta journée, tu as fait un truc où tu n'as pas de sens, tu t'es pas épanoui, tu t'es pas éclaté, c'est assez compliqué à 18h, à 19h, à 17h, quand tu rentres chez toi, d'être quelqu'un d'hyper fun, rigolo, et tout est beau. Et donc, ça peut faire peur aussi entreprendre, mais encore une fois, en face, qu'est-ce qu'on a ? Il y a des gens qui ont la certitude, parce qu'ils ont fait les études qu'ils ont fait, ou ils ont pris les chemins qu'ils ont pris, de faire toute leur vie un job qui sera un job chiant, qu'ils considèrent comme chiant. Il n'y a pas longtemps, on a reçu un candidat à un entretien qui avait arrêté ses études, qui avait bossé chez McDo,
qui avait fini à faire la manutention dans des entrepôts pour des colis. Et en fait, il disait, mais j'ai bossé là-dedans. Mais le super truc, c'est que j'ai 35 heures, mais j'avais 7 heures par jour pour réfléchir. Il dit, en gros, au bout de quelques mois, je me suis dit, non, mais il faut que je reprenne. Il faut que je change, tant pis, ce ne sera pas facile. Il faut que je reprenne les études, que j'en fasse un cursus, machin. Il dit, mais j'avais des gens qui étaient là depuis 10, 15, 20 ans. Parce qu'en fait, ils avaient laissé tomber. Ils s'étaient auto-persuadés que c'était comme ça. Et puis, ils avaient laissé tomber, ils avaient arrêté de se battre, même intellectuellement, à essayer de chercher des perspectives, à réfléchir à autre chose. Et lui, il disait, mais ouais, moi, je me suis dit, mais c'est une super opportunité parce que pendant 7 heures par jour, il n'y a personne qui va te parler, tu seras tout seul avec toi-même et tu vas réfléchir. Le fait de se dire, c'est le truc en dev perso qui est très à la mode, se dire, t'imaginer sur ton lit de mort et te dire, si seulement j'avais fait ça. Alors, moi, ça me fait rigoler parce que c'est très cliché, mais c'est tellement vrai, en fait, se dire, moi, j'ai mon père qui est malheureusement décédé en novembre. Avec mon frère, on l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle à l'hôpital. Il m'a donné, du coup, je le dis souvent, je le dis parce que ça marque, sa dernière leçon, en fait, il me l'a donné sur ce dernier souffle, où il m'a rappelé que j'aurais un jour le même état, c'est-à-dire qu'un jour je vais mourir. Et ce que je me dis, c'est que ça peut, et en fait, ce que je me mets dans mon idéal de vie, c'est que ça peut être demain, quoi. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Tu vas chez le médecin. La dernière fois, je suis allé sur un truc pour un autre. Ils mettent 2 heures à donner tes résultats. Tu commences comme une fois, j'ai eu un souci là-dessus. Donc, là, tu commences à flipper. Tu te dis, par rapport à ça, j'ai envie de, si demain tu meurs, quoi, est-ce que tu n'as pas envie de faire un truc qui te fait juste kiffer? Voilà, les mecs qui disent rentier au bord de la plage, c'est cool, quoi, mais c'est cool. Ouais, c'est ça. C'est sûr, 3 semaines, mais honnêtement, aujourd'hui, je suis à 10 minutes de la plage. Honnêtement, je pourrais aller à la plage tous les jours et mettre ma boîte queue en automatique. Ça se trouve, elle ne se porterait pas plus mal si j'y étais pas, je sais pas, mais je pense pas. Mais en tout cas, il y aurait ce qu'il faut pour que ça travaille. L'IMO, ça travaille. Mais puis là, il est où le sens de ce que tu mets de ta vie, quoi. Ouais. En tout cas, moi, il m'avait donné. Je me suis remis du coup ce truc encore plus en perspective de essayer de kiffer. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir, donc essayons de prendre du plaisir et des fois de la douleur dans le travail et plaisir, c'est pas contradictoire. On n'est pas en train de dire que c'est contradictoire. C'est juste en train de dire que il va y avoir du travail. Mais moi, quand je fais du sport, là, juste avant, j'étais en renfo chez le kiné. Je prends du plaisir à faire du renforcement alors que ça me fait mal. Ça me fait mal. Je sais que ça va me faire du bien. Donc, peut-être qu'il faut travailler son cerveau. On en devient un petit peu bizarre après. Ouais. Thomas, est-ce que tu lis? Non. Non. Alors, mais ça, c'est le problème, c'est que ça vient depuis gosse. J'ai une famille où les gens lisaient beaucoup, mais lisent beaucoup. En fait, moi, au collège et au lycée, je faisais en sorte de pouvoir parler d'un bouquin en cours de français sans jamais avoir lu une seule page. C'était mon grand challenge. Et du coup, j'ai gardé un peu ce petit syndrome de l'imposteur là-dessus. Autre problème, dans les études de droit, j'ai bouffé tellement de bouquins. En fait, ça m'a dégoûté. Donc, aujourd'hui, éventuellement, je suis capable de lire une BD. Mais si tu me demandes le dernier livre que j'ai lu, mais j'en ai aucune idée et ça remonte à des années. J'aimerais bien lire parce que je pense c'est hyper intéressant. Enfin, tu apprends plein de choses. T'as des bouquins qui sont passionnants, mais je lis pas par manque de temps. C'est exactement ce que tu dis sur les livres. Je m'étais fait cramer, je crois que c'était en 6e ou en 5e, avec Le Château de ma mère. La prof, elle m'avait dit il fallait lire le livre et pas regarder le film. Pour gagner du temps, je me rappelle encore, ça m'avait marqué. Ça marque des fois les réflexions des profs. Ça me saoulait de lire, donc du coup, j'allais regarder le film. Et je pense qu'il y a des détails qui sont dans le film, pas dans le livre. Du coup, elle m'a mis la réflexion. Donc, tu me diras, c'était une autre méthode un peu magique. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu dirais au Thomas de l'école d'avocat? Je vais faire une réponse débile, mais je pense que je lui dirais rien parce que j'ai fait des conneries, j'ai fait des choses bien, des choses pas bien. Et en fait, c'est ce qui fait que ça t'amène aujourd'hui. Donc, j'aimerais pas forcément être ailleurs ou que ce soit différent. Par contre, non, mais si je devais donner un bon petit conseil, c'est de s'accrocher et en fait de persévérer. Et moi, un truc que j'avais pas anticipé, c'est je savais que ça serait dur. Je pensais pas que ça serait aussi dur. Et notamment au niveau mental, et en fait que ça serait aussi une épreuve très solitaire. J'ai toujours beaucoup fait de sport solitaire, donc ça c'est un plus. Des sports où en fait tu te retrouves, quand je m'entraîne en vélo, des fois voilà, le dimanche il pleut, il neige, tu sais que tu dois faire tes 150 bornes, tu sors de chez toi, il pleut,
tu sais que tu vas faire 150 bornes sous la flotte, mais tu sais que tu dois les faire. Et ben, au bout d'un moment, sur le vélo, tu tournes les jambes, tu oublies même pourquoi tu es là, mais juste c'est mécanique. Hein. Et du coup, ouais, non, le conseil serait déjà de s'accrocher et en fait de ne pas avoir peur qu'il y a des moments où on va se remettre en question et des moments où on va se dire, mais c'est dur quand même. Non, mais c'est normal, t'inquiète pas, ça va aller et à la fin, tu seras content. Et voilà, donc c'est un peu plus ça, de se sentir un peu moins seul, ou en tout cas d'avoir un peu comme un coach qui dit non, mais tu sais, les trucs où on dit, où les enfants en randonnée. Si toi, tu vois, avec tes gamins, quand tu vas en randonnée, tu sais, on arrive bientôt. Ouais, tu vois, dans le virage, on est arrivé. Et puis en fait, tu n'es jamais arrivé. Enfin, tu es arrivé après, mais tu leur fais croire que tu es arrivé. Et ça marche. Et à la fin, ils y sont arrivés, tu vois. Et ouais, ce serait un peu ça, je pense. Un conseil pour la personne qui nous suit, qui a envie de se lancer, mais qui va retourner dans quelques minutes dans sa prison dorée, son CDI, payé correctement. Alors, j'ai mis cette question et je la poserai à tout le monde parce que ça m'est arrivé pendant des années. Du coup, j'écoutais les podcasts. Après, je fermais ça et je retournais dans mon quotidien. Et du coup, tout ce que j'avais écouté, en fait, va se dégonfler parce qu'après, tu reprends ton quotidien. Et puis après, à la fin du mois, tu récupères ton salaire. Et du coup, tu fais ça. Et qu'est-ce que tu aurais à lui dire Alors, moi, quand j'ai fait le choix aussi d'entreprendre, je pensais que au moment où j'ai fait le choix d'entreprendre, je pensais que je faisais aussi le choix entre gagner de l'argent et pas en gagner. Je savais ce qu'on me proposait dans les cabinets d'avocats. C'était des salaires qui étaient très élevés, hein. Surtout pour 25 ans. C'était très important. Et donc, du coup, moi, dans ma tête, je me disais, je ne peux pas gagner plus que ce qu'on me propose dans ces structures-là. Donc, si je décide d'entreprendre, en fait, je prends le choix de gagner moins. D'ailleurs, c'est les belles histoires de la vie, c'est qu'en fait, ça ne se passe pas forcément comme ça. Et quand on entreprend et que ça marche bien et qu'on fait correctement les choses, il y a moyen de gagner très, très bien sa vie, de gagner même beaucoup d'argent. Donc, le calcul purement financier, j'ai envie de dire, il n'est pas vrai. Alors, il est vrai si, par exemple, on est salarié en banque à la Défense et que son rêve, c'est de devenir ébéniste. Ouais, il risque d'y avoir un petit gap de salaire. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, tu disais tout à l'heure, ébéniste, tu vas pas vivre, tu vis pas dans le 92. Enfin, tu as plein de sujets comme ça. Donc, juste raisonner avec le salaire, en fait, c'est ça qui peut mettre des menottes. Parce qu'il y a le côté, mais j'ai peur de me lancer parce que je sais ce que je vais perdre, je sais pas ce que je vais avoir. Là-dessus, le dispositif comme l'ACRE qui te permet pendant 24 mois d'avoir ton chômage, 24 mois pour entreprendre, sauf si tu fais de la recherche fondamentale, en 24 mois, tu as eu le temps de monter ta boîte, de voir si ça marche, de faire les petits réglages et entre guillemets de faire un gros bilan en disant est-ce que mon truc a cartonné, est-ce que mon truc va cartonner, c'est juste une question de temps, ou est-ce qu'en fait ça marche pas. 24 mois, c'est long. Alors ça passe vite, hein, mais c'est quand même assez long. Donc l'argent, en fait, c'est un vrai problème parce que plus tu vas faire quelque chose pour l'argent, déjà moins tu vas en gagner. Et c'est assez rigolo, mais nous, sur la première brique, par exemple, on n'a pas de business plan et on n'a pas une super bonne gestion encore à l'heure actuelle. C'est des choses qu'on va mettre en place, mais on n'a pas le temps de concrètement, tous les mois, qu'est-ce qu'on gagne, enfin, quel chiffre d'affaires, quelles sont toutes les dépenses, quelle est la marge mensuelle, machin, les ratios, les machins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sait qu'on ne dépense pas beaucoup, qu'on fait attention à nos dépenses, et on sait qu'on travaille beaucoup, et donc on fait du chiffre d'affaires. Donc, finance de base, on sait qu'on gagne de l'argent. On ne sait pas combien exactement, mais on sait qu'il y a aussi de l'argent sur le compte. Voilà. De toute façon, si on n'avait plus, on aurait un coup de fil du banquier. Ça, généralement, quand il n'y en a plus, il t'appelle. Mais on ne va pas avoir des petits calculs parce qu'en fait, quand tu commences à gérer ta vie ou à gérer tes projets ou ton entreprise juste sur les agrégats financiers, soit c'est là où tu commences à faire des conneries, soit c'est là où tu commences en fait à perdre ton ADN et autres. Donc, juste l'argent, en fait, c'est souvent le premier argument qui est mis en avant. Effectivement, des gens qui ont peur de se lancer. Mais à la fois, c'est celui qui est presque le plus simple à faire sauter, j'ai envie de dire. Mais il y a un côté terrifiant. Mais aujourd'hui, faire quelque chose juste pour l'argent, c'est quand même vraiment dommage. Yes, en plus, comme on l'a dit à un moment, tu pourras retrouver le travail que tu avais. Alors, ça paraît banal de dire ça. Mais là, moi, je suis parti à Montpellier, qui est censé être une ville relativement difficile de trouver des CDI. Et il y a quelques semaines, j'ai un gars qui me contacte pour me proposer un travail de mon ancienne vie. Ouais, je pense qu'il n'a pas bien vu mon profil, puisqu'il s'est arrêté, il n'a pas vu que c'était plus ça depuis quelques années. Mais du coup, en plus, il me met Paris, Montpellier, comme vous voulez, différents projets. Je veux un autre truc, il me dit oui. Enfin. Et de plus en plus, un grand changement qui est en train de s'opérer, ça pour le coup, pour moi, c'est une vraie intelligence d'un point de vue des RH, notamment dans les grands groupes.
Avant, tu essaies d'entreprendre, ça marchait pas. Enfin, surtout plus à la française. Hein. On se foutait de ta gueule et c'est un loser. Hein. Et un loser, quelqu'un qui rate une fois va rater toute sa vie, machin, machin. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les grands groupes, même les grands groupes, vont chercher ces profils un peu atypiques qui vont essayer de remonter une boîte. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Et alors, c'est différent de ça n'a pas marché parce qu'en fait, j'ai signé un premier contrat, j'ai touché mon chiffre d'affaires, puis j'ai tout cramé le samedi soir. Et deux, bah, voilà, ça n'a pas marché pour des raisons factuelles et pourtant, j'ai tout donné et je ne regrette pas. Et du coup, encore une fois, il ne faut pas hésiter à avoir peur de ça en se disant, mais après, je serai grillé sur le marché du travail. C'est faux. Et bien au contraire, si on vit l'aventure entrepreneuriale à fond, mais comme on dit tout à l'heure, en l'espace de 6 mois, 1 an, 2 ans, enfin, moi, j'ai appris à faire de la communication, j'ai appris à gérer des réseaux sociaux, j'ai appris à faire du design, j'ai appris à faire mais des dizaines de choses que je n'aurais jamais touchées de ma vie. Aujourd'hui, je ne dis pas que je suis expert, mais je dis que je me débrouille. Voilà. Mais ça, et en l'espace de peu de temps. Et ce côté, justement, être couteau suisse et autres, et ben, ça, aujourd'hui, dans une entreprise, mais ça vaut vraiment, ça a une vraie valeur. Et j'ai discuté avec un ancien entrepreneur qui avait monté une boîte, qui avait fait des grosses levées de fonds, qui avait bien marché, qui s'est planté au final pour des raisons de marché, mais voilà, ça avait été une très grosse structure à une époque. Et pareil, lui, en fait, il s'est retrouvé du jour au lendemain successful à ma boîte a planté, j'ai plus d'emploi, j'ai plus rien. Et en gros, il dit, mais j'ai croulé sous les appels. Et notamment sous les appels de fonds d'investissement qui lui disaient, mais moi, on veut vous recruter parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui ont été entrepreneurs, qui ont réussi, qui sont passés par plein d'étapes, qui ont marché, pour nous aider aussi à identifier les bonnes boîtes, les bonnes opportunités, à accompagner les entreprises dans lesquelles on va investir. Et il disait, mais moi, quand ma boîte a planté, je dis, mais je suis fini, j'ai 30 ans, mais je suis terminé, enfin, c'est fini pour moi. Et en fait, il dit, non, pas du tout, mon profil était hyper séduisant. Oui, en fait, on se fait on se met des limites. Alors, c'est peut-être à dire quand on l'a fait, en tout cas, on se met des limites. Donc, voilà, prenez une feuille blanche et regardez un peu qu'est-ce que ça fait si vous le faites et qu'est-ce que ça fait si vous le faites pas. Et souvent, moi, c'est comme ça que c'est dans un avion en revenant de Berlin, à un congrès d'entrepreneurs où j'ai fait ce travail et la balance, je me suis rendu compte, en fait, on m'a donné ce travail à faire. Hein. Quand je suis monté sur scène, j'ai dit, bon, j'ai pas le courage de quitter mon travail de salarié. Il y en a un qui est venu qui m'a dit, j'avais le même truc que toi. Ma femme, elle m'a dit, bah, fais-le. Et au pire des cas, tu reverras ton travail. En fait, ça paraît assez con. Il m'a donné un exercice à faire. Je l'ai fait dans l'avion. Je suis arrivé, je dis à ma femme, bon, je vais quitter mon travail. Alors oui, j'avais des investissements immobiliers. Oui, enfin, il y a un contexte, mais le contexte, on crée le terreau qui nous permet d'être plus confortable quand on va le faire. Mais c'est qu'un terreau on est tous assis sur un terreau ou alors à l'envers, on est tous avec un cerveau. Et à partir de ce cerveau, on peut créer ce qu'on veut en bas. Et dans les graines qu'on va y mettre, ça va pourrir de temps en temps et c'est normal. D'ailleurs, ce que tu dis est très juste. Et moi, au moment de faire le grand saut entre un job, voilà, un job doré, hein, avocat d'affaires, un nom qui claquait, un salaire qui était impressionnant, ou entrepreneur, où je me disais, bah, j'ai 6 mois d'économie devant moi et après, je ne sais pas comment on va faire. J'ai passé un coup de fil dans ce cas-là. Tu disais tout à l'heure à la figure paternelle, mon père, qui a été salarié, qui a dirigé les entreprises avec un statut salarié et qui s'est lancé à son compte un petit peu avant la cinquantaine. Qui aujourd'hui a plusieurs entreprises, une vingtaine de salariés en tout, ça marche très bien. Et je l'ai appelé et je lui ai dit, voilà, tu connais la situation, je sais ce que j'ai envie de faire, mais je t'appelle pour être sûr que je fasse pas une connerie. Je lui ai pas dit, je sais pas quoi faire, dis-moi ce que tu en penses. Je lui ai dit, je t'appelle pour être sûr que je fasse pas une connerie. Et il m'a expliqué factuellement, il m'a dit, mais attends, là, en gros, on revient sur ce qu'on dit tout à l'heure, tu n'as rien à perdre, machin, en tout cas, pas grand-chose. Et en fait, même si tu penses que tu as à perdre, en fait, non, tu as à gagner, façon de voir les choses. Et il disait, par contre, si jamais tu rentres dans ton job, tu vas être à Paris, tu vas acheter un appart, tu vas avoir un crédit, tu vas être habitué à un niveau de vie aussi qui va aller avec ton salaire. Et plus tu vas t'habituer à ça, plus ça sera compliqué de dire le jour au lendemain, OK, je m'assois dessus. Je m'assois sur mon statut social, je m'assois sur de l'argent. Tandis que quand tu te lances, c'est qu'en fait, bah, alors moi, j'ai eu la chance pour le faire encore une fois en étant étudiant. Donc, j'avais jamais eu de salaire. Donc, je savais pas ce que c'était que de gagner X milliers d'euros par mois. Je le savais pas. Donc, en fait, je renonçais pas à un truc parce que ce truc, je le connaissais pas. Mais effectivement, c'est sûr que plus on attend, plus ça va être un peu compliqué. Et après aussi, comme toute chose, comme tout changement, c'est facile de se trouver des excuses ou en tout cas de trouver des raisons de ne pas le faire. Un peu comme on disait sur la façon de critiquer la France. C'est toujours plus simple de critiquer quelque chose que de le valoriser. Et il faut faire ce travail de valorisation, en fait. Parce que le travail de critique, déjà, les autres s'en chargeront très bien, généralement.
Et au contraire, ce travail de valorisation, généralement, il n'y a que soi-même qui pouvons le faire. Nickel. Alors, ça fait un moment qu'on est ensemble. J'ai une dernière question pour conclure. Après, bien évidemment, on pourra ajouter si tu as des choses encore. Mais si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi dans ta vie? Je changerais la notion de merde qui est de dire qu'une journée fait que 24 heures et je la rallongerais parce que justement, je pourrais caler plein de trucs fun dans ma journée. Non, c'est vraiment le temps. La baguette magique, ça serait le temps. Moi, c'est juste le temps. Et le problème, c'est que au début, on se dit qu'avec de l'argent, on va pouvoir compenser. Ouais. Et en fait, non, c'est faux. Ou alors, on rentre dans un truc, une pseudo-réalité, c'est encore pire, il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. Aujourd'hui, ma problématique, moi, c'est du temps. Donc, la baguette magique, ce serait pour rallonger une journée, vraiment. Alors, dans mes mots, dans mon côté très système, ça serait plutôt te doublonner du coup. Parce que si je peux pas allonger une journée dans un contexte fini, je peux par contre me doublonner pour avoir 2 jours. Ah, mais c'est sûr. Mais moi, j'adorais le matin, il y a 2 Thomas, il y en a un qui va aller au sport, qui va aller jouer à la play, qui va monter ses Lego, et puis il y a l'autre qui va aller bosser. Et à la fin, ils font un petit débrief sur la journée, puis le lendemain, ils inversent. Ah, ils inversent quand même le lendemain, quoi. Ouais, il en faut pour tous les deux. Mais ouais, non, c'est sûr. Et effectivement, c'est un peu le sketch des chauffeurs de taxi à New York pakistanais où ils ont une licence, ils sont 2 avec un qui dort dans le coffre pour toujours se relayer. Et c'est vrai que très vite, on se rend compte que le temps, c'est une problématique parce que le problème d'être entrepreneur, tu l'as dit, c'est être libre aussi. Donc, tu es libre. Enfin, tu es à la fois ton propre maître et ton propre esclave. Donc, tu es libre de bosser toute la nuit. Tu es libre de dire ce matin, flemme, je vais aller faire des cours, je vais aller chez le coiffeur et puis ce soir, j'irai au cinéma si je veux. Tu es libre. Mais du coup, comme tu es libre, bah, en fait, des fois, c'est pas évident parce que. Et il y a des gens qui arrivent mieux que d'autres. Il y a des gens qui ont besoin de cadre, d'autres, au contraire, non. Mais c'est sûr que le temps, c'est un vrai sujet. D'autant plus, comme tu as dit, on n'est pas éternel. Il faut aussi savoir profiter. Excellent. Merci à toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je pense qu'on a fait un tour déjà assez sympa. Non, l'idée, c'est effectivement, c'est dans le thème de ces échanges, c'est de dire l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens avec qui ça ne marchera jamais parce que une question de façon de voir les choses ou d'appétence, de besoin. Donc, il y a des gens qui sont pas faits pour être entrepreneurs. Et c'est pas du tout une critique, hein, c'est pas rabaissant ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont envie mais qui osent pas sauter le pas. Et dans ce cas-là, il faut pas hésiter à discuter, à suivre des formations, à échanger avec des gens qui sont passés par là. Parce qu'en fait, c'est un truc qui peut faire peur. Il y a un côté terrifiant, inconnu. Et en gros, c'est toujours plus simple d'aller discuter avec des gars. Je disais qu'à une époque, il y avait un institut de médecine américain qui avait dit c'est impossible de courir le miles en moins de, je crois que c'était 3 minutes ou 4 minutes, je ne sais plus. Et en fait, il y a un Américain, mais qui n'avait jamais entendu parler de cette étude, hein, bien sûr. Le mec, au fin fond d'un autre État, voilà, il l'a fait. Et en fait, dans les 6 mois qu'on suivi, il y a des centaines de personnes dans le monde qui l'ont fait. Et pourquoi? Parce qu'en gros, on leur disait c'est impossible, puis on leur a dit mais il y en a un qui a réussi. Ah, bah, du coup, c'est-à-dire que c'est pas impossible. Donc oui, donc si ce n'est pas impossible, ça devient possible. Donc discuter avec des gens, regarder les gens avec qui ça a réussi et les gens avec qui ça n'a pas réussi. Effectivement, tu as dit tout à l'heure, la question combien de boîtes tu as planté, elle est hyper intéressante. Moi, aujourd'hui, quand je discute avec des gens ou quand on fait passer des entretiens, je m'intéresse plus à ce qu'ils ont raté ou aux échecs qu'ils ont ressentis, qu'ils ont vécu ou ressentis, que ce qu'ils ont réussi. Parce que tu apprends beaucoup de choses sur les échecs des gens. Et du coup, là, pas hésiter, pas avoir peur, avoir conscience. C'est-à-dire un peu comme sur l'investissement immobilier, avoir conscience que oui, c'est hyper intéressant, c'est rentable. Par contre, il y a des pièges, c'est pas tout rose. Voilà. En fait, et à partir du moment, un homme averti en vaut 2. Et à partir du moment où tu as conscience et où tu échanges, tu te fais former, tu te fais accompagner, déjà la vie elle est un peu plus simple. Et après, encore une fois, ne pas hésiter non plus. Je pense que le Covid et l'après-Covid a fait naître pas mal de vocations chez des gens et est en train un peu de changer les mentalités. On n'a qu'une vie, sauf à la réincarnation ou autre. On n'a qu'une vie qui peut être plus ou moins longue. Et en fait, oui, une belle carrière dans un grand groupe, c'est super. Alors, encore une fois, si c'est ce qu'on cherche, c'est parfait. Mais en fait, le plus grand luxe, c'est de faire ce qu'on aime faire et de faire ce qu'on veut faire comme on veut le faire. Et quelqu'un qui veut être cadre dirigeant d'une grande entreprise cotée, franchement, c'est super. Bravo. S'il fait ce qu'il veut faire, bravo. Quelqu'un qui veut être entrepreneur, s'il fait ce qu'il veut faire, bravo. Et dans les 2 cas, il ne faut pas opposer les 2 camps, en fait. Ouais, ceux qui ont raison, c'est ceux de tous les côtés, des 2 côtés, on va dire, entrepreneurs salariés, qui ont compris qu'ils faisaient un truc qui les éclatait et qui s'éclataient dans ce qu'ils faisaient. Et en fait, c'est eux qui ont tout compris. Les notions d'argent, de machin et autres,
ça passe après. Yes, excellent. Oui, il faut pas. C'est encore un autre truc qu'on voit pas mal d'opposer, quoi. Quitter à Dieu patron, quitter le salariat et tout. En fait, il faut juste quitter le côté je subis la vie. Ah, je fais un truc que j'aime. Moi, là-dessus, quand je gratte, souvent, je me rends compte que les gens, ils sont épanouis dans leur travail de salarié, mais ils voudraient vivre ailleurs. Et comment tu veux vivre ailleurs? Crée-toi le système pour le faire ou change de travail. Quand on parle de ça, c'est la carte postale, c'est la carte globale du bonheur de ta vie. Et c'est pas que le travail. Si tu préfères vivre ailleurs que dans une ville où tu n'es pas heureux, crée-toi le cadre. Et ça peut être du salariat ou autre, mais qui te permet d'être dans la ville où tu es heureux, parce qu'après, il va te rester que quelques années pour y vivre, quoi. C'est ça le problème. Exactement. Et aussi, si je peux ajouter un dernier truc, parce que j'en ai pas parlé, mais plutôt pour les jeunes, en fait, oser se lancer. Et il y aura toujours des vieux cons qui vont vous dire, mais t'es jeune, tu sors de l'œuf, t'as rien connu, t'as pas de poil à la barbe. Et en fait, oui, et moi, j'ai appris un truc en école de commerce. J'ai fait mon parcours donc à la faculté publique. J'ai juste fait un an en école de commerce. J'ai appris plein de conneries, c'est évident. Mais j'ai appris des choses aussi qui étaient très intéressantes, et notamment le truc qui fait que pour moi, cette année a été l'année la plus intéressante d'un point de vue des études et mérité le prix que j'ai payé, même si c'était hors de prix, et que ça, que je trouve, c'est aberrant, donc c'est un autre sujet. C'est en fait qu'il ne faut pas avoir le syndrome de l'imposteur. Et il faut accepter de se lancer. Et oui, tu peux avoir 25 ans et tu peux te lancer. Donc oui, par contre, à 25 ans, tu ne te revendiques pas comme un expert d'un sujet, d'un machin, d'un truc. Sauf si tu as trois post-docs à 25 ans. Mais à un moment, il faut se lancer. Il faut savoir ses forces, ses faiblesses. Mais si tu attends d'être l'expert de ton domaine, en fait, tu ne te lanceras jamais. Et quand tu es jeune, il y a plein de gens qui vont te mettre, parce que c'est le truc le plus simple à mettre en face de quelqu'un, c'est son âge. Et son âge, et faire croire que du coup, le manque d'expérience, le manque de capacité, de machin, c'est pas vrai. Faut être humble avec son âge. Faut savoir apprendre des anciens, des gens qui sont passés par là. Par contre, voilà, quand tu es jeune, il faut être une éponge. Il faut savoir absorber beaucoup de sagesse des autres. Mais il ne faut pas avoir honte de son âge. Et moi, généralement, je le dis, alors là, on est en juin, je vais bientôt avoir 28 ans. Je me rapproche dans un moment des 30 ans. Mais quand je me présente, je peux me prendre toujours avec mon âge. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai pas honte de dire que je suis un petit jeune et qu'à mon âge, il y a encore des gens qui sont alternants, qui sont en études, et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, pas hésiter de se lancer avec ses forces, ses faiblesses, encore une fois, salarié, étudiant, peu importe. Si on fait la liste que de ses faiblesses, on ne se lance jamais. Il faut faire la liste de ses forces et en face de chaque faiblesse, il faut mettre une solution. Et là, c'est rigolo, mais il y a tous les verrous qui sautent et on se lance. C'est clair. Et encore, ce que tu as dit tout à l'heure et qui est intéressant, autocritique-toi de temps en temps parce que c'est important la remise en question, mais ne t'inquiète pas, quand tu vas te lancer, tu auras des gens qui, gratuitement, vont te proposer toutes les critiques qui vont bien, donc ça, dont certaines pertinentes. Hein. C'est là où tu pourras faire le tri des gens qui sont vraiment intéressants et des gens qui sont intéressants peut-être pour d'autres sujets, mais il faudra juste filtrer ce que tu dis. À un moment, il faut, ce que je dis sur l'immobilier, mais c'est la même chose en entrepreneuriat. À un moment, il faut se la fermer, en fait. Il y a des gens à qui il ne faut pas dire ce que tu fais. Et c'est comme ça. Tu sais, j'ai quelqu'un qui me disait, t'as écrit un livre ce week-end, tout, diffuse-le, parce qu'il y avait un groupe de diffusion pour organiser l'anniversaire. Il y avait 50 personnes dedans. Je dis non, le style de livre que j'écris. Et là, je t'en parle parce que là, on parlait d'immobilier et tout. Mais je veux pas m'amuser à mettre ça sur un groupe où les gens comprendraient pas. Le livre, c'est pas un roman. Et c'est ce petit travail à faire qui est un peu difficile au début, mais ensuite, du coup, tu vas voir avec qui tu peux en parler et tu vas te faire quelques alliés qui vont te permettre de pouvoir te ressourcer quand il y a besoin et ce que je dis souvent, kiffer la vie. Parce qu'en fait, on a un truc tous en commun, c'est qu'on a un cerveau, deux bras, deux jambes, une date de début, on la connaît, et une date de fin, elle va arriver un jour, alors le plus tard possible, en bonne santé. Mais elle va arriver entre les deux. C'est à nous de faire. Alors, moi, je suis un vieux par rapport à Thomas qui me dit qu'il approche dangereusement des 30 ans. Je t'assure, Thomas, même à 30 ans, c'est magnifique. Et je te dirais même un truc. Même à 40 ans, on kiffe la vie. J'ai jamais autant fait la fête que depuis que j'ai 40 ans. Tu vois. Donc, quoi. Donc, à chaque âge, en fait, c'est plutôt l'épanouissement personnel qu'on y met. Donc, kiffer. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment du podcast, c'est que il y a un truc en vous qui est en train de se muscler. Alors, peut-être que ce ne sera pas… Mon vœu le plus cher, c'est que si vous avez envie d'être dans la catégorie des entrepreneurs et ça vous procure du bonheur, mon vœu le plus cher, c'est qu'à partir de demain matin, 6 heures, vous commenciez. Mais si ce n'est pas ça, ce n'est pas grave. Ne vous flagellez pas tout seul. Ce n'est pas grave. Mais
À un moment, il faut être du côté des producteurs si vous voulez changer les choses, parce que si vous n'êtes pas du côté des producteurs de votre vie, il n'y a personne qui va le faire pour vous. C'est indéniable. Vous êtes le chef d'orchestre de votre… Même si vous prenez une formation, moi, j'accompagne humainement les gens dans mes formations, mais je leur dis, c'est la première vidéo de la formation. Le chef d'orchestre de ta vie, c'est toi. Moi, je suis qu'un facilitateur pour t'aider. Donc, une fois que vous avez conscience de ça, c'est mon vœu le plus cher. Voilà, amusez-vous. En tout cas, merci Thomas, c'était vraiment un kiff. Merci à toi. Et puis, à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Merci Thomas, merci Damien pour cet épisode rempli de pépites. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner au podcast et à nous mettre la note de 5 étoiles pour nous aider à produire du contenu de qualité. Et si vous nous avez regardé sur YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour un nouvel épisode de MMA Mindset, motivation, accélération.